Donc bonsoir à toutes et à tous, désolé de vous accueillir dans des conditions un petit peu précaires, mais vous le savez, les anciens le savent, on est accueillis sans bourse dédiée à l'auberge provençale, donc on ne peut pas faire non plus trop la fine bouche, c'est ce qui nous permet d'exister, parce qu'il fait payer une location de salle, on ne pourrait pas faire les cotisations très très basses que l'on fait, on a des frais importants comme toute association. Vous n'entendez pas au fond ? On va monter le son, hein. Je vais monter la voix. Mathieu, tu peux monter un tout petit peu le son. On va monter le son, après ça l'harcèle, il faut faire attention. Donc désolé, hein, encore une fois, mais voilà, les conditions sont ce qu'elles sont. Quand Albert et l'auberge provençale, le même soir, ont une manifestation, on ne peut pas, c'est leur gagne-pain, hein. On ne peut pas faire trop la fine couche. Donc c'est pour ça que ça devient un peu compliqué, c'est sans doute pour ça que nous arrêterons au mois de juin. Voilà, mais on fera autre chose, ne vous inquiétez pas. On fera autre chose. Et oui, alors à 19 ans, c'est usant de voir une salle comme ça, de vous voir dans des mauvaises conditions. Moi, je ne vais pas dormir et après j'ai 2 jours de fête de livre dans la foulée, donc je vous assure que c'est dur pour le président. Hein. Bien. Oui, il est content, le président, il est content. Bien. Donc, quelques annonces comme rituel suivant les usages. Une annonce à très court terme, il y a la fête du livre du Var en ce moment sur la place d'Armes. J'espère qu'on va vous y voir nombreux. Moi, je présente mon dernier bébé que j'ai écrit avec la physicienne et romancière Virginie Langlois, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une remarquable romancière, publiée chez Actes Sud. Donc on a écrit un bouquin de grand public sur la physique quantique, hein, c'est un peu ambitieux, qui s'appelle « Dessine-moi un chat de Schrödinger ». On a mis de notre côté une illustratrice de livres pour enfants, qui a fait un magnifique travail. Alors, elle ne connaissait rien à la physique quantique, du coup on l'a briefée pendant plusieurs semaines. On se rencontrait toutes les semaines à Saint-Mandrier, dans la villa de Virginie. Et elle a fait vraiment des dessins tout à fait pédagogiques. On s'est amusé à faire lire le livre pour les enfants. Je disais ce matin aux gens qui passaient sur mon stand à la fête du livre, c'est comme Tintin, quoi. C'est un livre qui peut se lire de 7 à 77 ans. Hein. On a fait un test sur des enfants de 10 ans qui pleuraient quand c'était fini parce qu'ils auraient aimé que ça continue et que ce soit plus long encore. Voilà. Donc c'est vraiment lisible pour tous les publics. Voilà. Donc ça, c'est la fête du livre. Un deuxième événement, ceux que ça intéresse pourront venir me voir à la fin du Café Philo, c'est la Société des membres de la Légion d'honneur qui organise une conférence apéritif dîner débat qui s'appelle « Humanisme et fin de vie, choisir son heure ?» point d'interrogation. Débat pluriel autour d'un état de vie. Donc il y a des médecins, il y a votre serviteur qui intervient et c'est un sujet majeur, c'est un sujet qui effraie un peu. Moi j'avais proposé qu'on parle de ça au Café Philo, puis j'avais eu un refus catégorique, oh non, c'est trop triste, la fin de vie. Bon, c'est pourtant un sujet majeur, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc voilà, si vous voulez des renseignements tout à l'heure, j'ai mis les imprimés ici, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir, ça se passera, il faut quand même donner la date, c'est important, ça se passera le 6 décembre à l'hôtel Mercure de Hyères. Voilà, à l'hôtel Mercure à Hyères, le 6 décembre à 18h. Donc il y a une petite participation, il y a un apéritif et puis ceux qui veulent dîner, c'est tout à fait facultatif comme pour le Café Philo, pourront continuer autour d'un repas les discussions. Et puis donc au mois de décembre, le 15 décembre, vous savez que chaque année on consacre un sujet un peu spiritualiste ou religieux au mois de décembre, parce que malgré tout on appartient à une civilisation donc on n'a pas forcément honte, malgré ce que certains voudraient nous faire ressentir. Donc on reçoit le curé de la Garde, auquel j'ai imposé un sujet, l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà, l'Apocalypse. Il ne voulait pas, je l'ai obligé. Il voulait faire un Café Philo, c'était donnant-donnant, d'accord, mais vous traiterez l'Apocalypse de Jean, il n'a pas pu dire non. Et comme j'ai démarré l'année en septembre, beaucoup d'entre vous étaient présents avec la théorie de l'effondrement, la collapsologie, il y aura une sorte d'écho intéressant entre la vision que j'ai défendue au mois de septembre et puis ce texte sublime qui a inspiré quantité d'auteurs, de philosophes. Ce texte est extraordinaire, il faut bien le reconnaître, de l'Apocalypse de Jean. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous indiquer. Le dernier, avant de vous présenter notre intervenant, vous savez, en tout cas ceux qui nous fréquentent depuis bien longtemps, qu'après le débat, il y a un dîner à l'auberge pour les gens qui veulent continuer avec le conférencier, qui restera parmi nous.
Donc menu à 25 €, charcuterie, daube de sanglier, pâte fraîche, dessert, café incompris. Donc après l'exposé de Thierry Ripoll et avant notre débat, on demandera à ceux qui veulent rester parmi nous, dîner tout à l'heure, qu'ils lèvent le doigt pour qu'on puisse prévenir les cuisines de l'auberge. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai beaucoup trop parlé. Donc je vous présente maintenant un Ripoll. Pourquoi dis-je un Ripoll? Parce que nous en connaissons un autre, qui est d'ailleurs présent ce soir parmi nous, et j'aimerais... non, il n'est pas là ce soir, non, il n'est pas là. Le frère de Thierry Ripoll est intervenu à 2 reprises dans notre café philo, et c'est lui qui m'avait parlé de son frère en disant, mais j'ai un frère, je ne sais pas si vous allez rougir, il m'a dit, j'ai un frère qui est encore plus doué que moi. Voilà, c'est un psychologue, cognitiviste, c'est quelqu'un de tout à fait... Alors je l'ai cru sur parole, parce que j'ai une grande confiance dans ce que nous avait développé ici... je cherche son prénom, Hubert Ripoll. Et il m'a proposé ce sujet, c'est son livre qui est sorti il y a peu de temps, un très bel ouvrage, De l'esprit au cerveau. Et donc il va interroger devant nous le problème du dualisme. Est-ce qu'on a un corps et un esprit? Est-ce qu'on forme une unité? Donc que nous dit sur le sujet la psychologie, les neurosciences? Vous allez les évoquer très certainement. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que vous êtes si nombreux. Je pensais qu'avec le mauvais temps, quand j'ai vu qu'on serait dans cette petite salle, j'ai dit, ouf, par chance il fait mauvais, il n'y aura personne. Eh bien c'est raté, hein, ça c'est votre faute. Donc vous êtes venus quand même très très nombreux, parce que le sujet est magnifique, parce que l'intervenant va être passionnant. Désolé, une fois encore, hein, moi je ne peux pas me mettre à genoux, c'est pas dans mes habitudes, mais enfin, je me mets spirituellement à genoux devant vous pour m'excuser des conditions dans lesquelles je vous accueille ce soir. Voilà, merci de m'avoir écouté. Maintenant, place au Café Philo et place à l'exposé de Thierry Ripoll. Bien, bonjour à tous et je vous remercie de m'avoir invité. Oui, il faut pas. Il faut manger le micro, là, sinon... Ouais. Ça fait beaucoup de bruit pour ceux qui sont près et sans doute pas assez pour ceux qui sont loin. Oui, mais les lâche-bottes, c'est bien fait pour. Alors, bon, j'ai 3 quarts d'heure, et on m'a dit, attention, ces 3 quarts d'heure, il ne faut pas dépasser. Donc je vais peut-être aller un peu vite, mais vous pourrez revenir autant que vous le voudrez sur les questions qui vous semblent importantes et des points un peu difficiles. Alors, c'est un ouvrage que j'ai écrit et qui est publié en 2018, qui est destiné à un large public, mais aussi à mes étudiants. C'est pas assez fort? Collez le micro. Ah ouais, d'accord. Bon, ok. Mais bon, c'est ok. C'est un ouvrage que j'ai essayé de rendre le plus accessible possible, même si le thème qui est abordé est un thème qui n'est pas facile. Voilà. Alors je n'en dis pas plus, je vais traiter juste quelques aspects, bien sûr, de ce livre et pas vous en faire un résumé complet, ça ne serait pas très intéressant. Alors je commence tout de suite par une image. C'est un peu embêtant pour les personnes qui sont loin. Et le titre, et la légende de l'image que je vais vous lire, une équipe de psychologues et de médecins dirigée par le docteur Ackermann de l'université de Berlin a prouvé l'existence de la vie après la mort. A prouvé l'existence de la vie après la mort. Et bon, métaphoriquement, ça représente ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, c'est-à-dire dans certains états particuliers du cerveau, les personnes disent partir dans un voyage, dans un autre monde. Seconde image, alors on voit un cerveau et on voit une lumière au cœur du cerveau qui correspond à une glande qu'on appelait la glande pinéale. Et je vous lis aussi la légende. Le docteur Monro et le docteur Langani espéraient étudier une glande endocrine incomprise du nom de la glande pinéale, qui est située dans le thalamus à proximité du centre du cerveau. Ils ont enfin localisé l'âme dans le cerveau. C'est très très beau. Et peut-être que vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie, encore aujourd'hui on ne sait pas, mais quand j'ai lu ça, je savais que c'était faux, évidemment. Et je suis allé regarder, ce sont des fake news. Ce sont des fake news car ni le docteur Monro, ni le docteur Langani, ni le docteur Ackermann n'existent. Ils n'existent absolument pas. C'est une pure invention qui est très bien faite. Si vous voyez l'article, c'est très bien fait. D'ailleurs, les étudiants viennent me voir en me disant « Mais monsieur, regardez !» Alors,
Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, simplement, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que ça demeure un point important pour beaucoup de gens. Savoir si on est qu'un corps matériel et un cerveau, ou si on est quelque chose en plus, si on dispose d'une âme, d'un esprit de nature immatérielle, c'est pas rien. C'est vraiment un point très important pour beaucoup de personnes, et c'est la raison pour laquelle sur Internet, vous pouvez trouver énormément de choses à ce sujet. Alors, les humains sont spontanément dualistes. Alors, je vais définir un dualiste, hein, mais sont spontanément dualistes et ils tiennent à le rester. Et je pense que ça sera aussi votre cas. Vous allez voir que ce que je vais vous dire, ça peut peut-être déranger certains, mais c'est plus amusant quand on dérange que quand on va dans le sens du poil, de toute façon. Alors, vous allez vous tester. Je vous demande mentalement de répondre à cette petite question, enfin, en tout cas à développer votre réponse personnelle. L'esprit et le cerveau sont deux choses séparées. Oui, non. L'esprit et le cerveau sont deux choses séparées. L'esprit est fondamentalement physique. Et là, je vous montre maintenant les réponses que donnent les Français et les Américains. C'est très variable d'un pays à l'autre. Hein. Alors, la première question, c'est vrai pour 40% des Français, mais 80% des Américains. La seconde question, l'esprit est fondamentalement physique, c'est faux pour 50% des Français, et c'est faux pour 80% des Américains. Alors, vous êtes peut-être plutôt français, plutôt américain, et moi, je suis plutôt français. Alors maintenant, je vais vous soumettre une expérience de pensée qui va vous permettre, de manière pas directe, on va dire indirecte, de vous positionner par rapport aux questions qui sont sous-tendues par ces deux petites assertions. Alors voici l'expérience de pensée. Donc je vais le lire, parce que ceux qui sont loin, de toute façon, ils ne peuvent pas le lire. Alors, imaginez que l'on soit capable de reproduire à l'identique un individu X. Reproduire à l'identique signifie qu'on a reproduit jusqu'au niveau atomique et moléculaire, le niveau microphysique, toutes les caractéristiques physiques, matérielles d'un individu, le cerveau y compris bien sûr. Ainsi, après duplication, à l'instant T de la duplication et seulement à cet instant, l'individu X aura un double physique absolument identique que l'on appellera Y. Bon, par exemple, je rentrerai dans cette machine de science-fiction et il en ressortirait un monsieur Ripoll absolument identique et que même mon épouse ne pourrait pas discerner de moi-même. Elle pourrait me tromper sans être gênée. X et Y seront parfaitement indiscernables matériellement parlant au moment de leur duplication, à ce moment-là uniquement. Une fois que X et Y sont parfaitement identiques matériellement parlant, je vais vous demander d'essayer de répondre à deux questions. Trois même. Mais dans l'enquête que j'ai faite, la recherche que j'ai faite, il y en avait beaucoup plus, mais on ne va pas toutes les présenter ici. Donc tout le monde a compris la chose, on me prend moi et on me reproduit, et on a un double qui est absolument indiscernable matériellement de moi-même. Voilà. Notez qu'il s'agit d'une expérience de pensée, c'est-à-dire quelque chose qui est cohérent, même si c'est pratiquement impossible. Mais c'est cohérent. Rien, en théorie, ne s'oppose au fait qu'on puisse reproduire à l'identique un objet matériel. On sait déjà le faire sur des objets plus simples que des humains. Alors voici maintenant les questions que j'ai posées. Si X, supposons par exemple moi-même, pèse 70 kg, Y pèsera-t-il aussi 70 kg? Bon, si vous admettez l'expérience de pensée, normalement vous devriez répondre oui. Mais tout le monde ne répond pas oui. Mais bon, je n'ai pas encore compris pourquoi, mais tout le monde ne répond pas oui. Ceux qui font le régime. Alors, dans ce cas-là, vous répondez 6. Si vous êtes d'accord, vous dites 6. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous dites 0. Et il y a tous les intermédiaires possibles. Donc, bon, visiblement, beaucoup disent 6 ici. Deuxième question. Si X est timide mais orgueilleux, Y sera-t-il aussi timide mais orgueilleux?
et vous pouvez donner une valeur entre 0 et 6. Autre question. Supposons enfin que y ait été dupliqué, ait été réalisé au moment même où x s'apprêtait à commettre un meurtre. Et que y soit placé dans les mêmes conditions que celles qui allaient conduire x à commettre ce meurtre. Est-il certain que y commette le crime que x allait commettre? Alors, vous voyez que ici, je vous interroge sur une propriété matérielle, et ici, je vous interroge sur une propriété mentale, psychique, et là, sur un comportement qui est lui-même issu, on peut imaginer, d'une propriété psychique. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le différentiel dans vos réponses que vous allez accorder à cette assertion-là et aux deux autres. Alors, c'est très simple maintenant, et ça va me permettre de définir dualisme et physicalisme. Si vous répondez 6 à la question 1 et 0 aux questions 2 ou 3, je prends le cas extrême, alors vous êtes vraisemblablement dualiste. C'est-à-dire que vous considérez que ce que vous êtes est quelque chose en plus que votre corps et votre cerveau. En gros, vous ne pouvez pas être réduit aux caractéristiques matérielles de votre personne. Par contre, si vous répondez 6 à ces 3 questions, alors vous êtes vraisemblablement physicaliste. C'est-à-dire que vous pensez que notre univers est exclusivement physique, il n'y a pas d'autres propriétés, d'autres éléments que d'éléments physiques, et que nous-mêmes, en tant qu'humains, faisant partie de cet univers, nous sommes aussi fondamentalement et exclusivement physiques. Alors, pour ne pas vous tromper, que vous sachiez d'où je parle, et c'est toujours plus honnête quand on a un conférencier de dire quelle est sa position, parce que vous pouvez exercer votre esprit critique vis-à-vis de ce que je dis de manière plus précise, moi je réponds 6 aux 3 questions. Donc je suis un physicaliste radical. Mais je sais, ne vous inquiétez pas, qu'il y a très peu de personnes dans cette salle qui sont physicalistes radicales. C'est sûr. Alors, pour vous donner une petite idée maintenant des réponses, alors les étudiants de licence 1 de psychologie sont à 2,39 pour la question 2, celle sur la timidité. 2,39. Donc ils sont plutôt dualistes. Les étudiants de master, ils sont à 3,4. Ils sont un tout petit peu plus physicalistes, mais ils demeurent quand même très dualistes. Et c'est ceux qui vous avez eu comme étudiants, enfin, non Oui, mais ils ne me croient pas tous. Les enseignants, j'ai aussi fait l'étude sur des chercheurs en psychologie et en neurosciences sur l'ensemble du territoire français. Les enseignants de psychologie clinique, psychopathologie clinique, psychanalyse, se situent à 2,97. Ils sont assez dualistes. Et les enseignants de psychologie cognitive, dont je fais partie, on est à 5,16 et les enseignants de neurosciences à 4,90. Alors, quelques constats rapides autour de ça. D'abord, vous voyez que globalement, les étudiants qui représentent un échantillon assez représentatif de la population française sont globalement dualistes. Il y a très peu de physicalistes forts. Vous voyez qu'avec le niveau d'études, on tend à devenir plus physicaliste. Et vous voyez enfin que parmi des spécialistes du fonctionnement psychique, de l'étude du psychisme ou du cerveau, il y a entre nous des différences considérables, avec certains collègues qui sont très dualistes et d'autres qui sont très physicalistes. Ce qui est assez problématique, parce que finalement nous enseignons tous la même chose, sauf que notre positionnement métaphysique concernant ces questions importantes diffère considérablement. Alors, il faut en plus dire que même les physicalistes les plus convaincus, un peu comme moi, en fait, demeurent quelque part encore un tout petit peu dualistes. Il y a toujours une part de dualisme qui reste en nous. Voici 3 phrases que j'ai extraites, que j'ai traduites, mais que j'ai extraites d'articles de neurosciences, des articles vraiment de très grandes revues scientifiques, écrits par des neuroscientifiques qui se présentent comme des physicalistes radicaux. Et voici ce que disent ces 3 phrases. Je l'ai dit pour tout le monde au fond.
Le cerveau sait avant nous les décisions que nous allons prendre. Votre cerveau a vu la scène, mais vous ne l'avez pas vue. Le cerveau a des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Mais qu'est-ce qui est implicite dans ce type de phrase? Bien, ce qui est implicite et qui est contraire à la position de ces auteurs, c'est qu'il y a le cerveau et il y a moi. Et il y a une différence, en tout cas si on prend ces phrases à la lettre, il y a une différence entre le cerveau et moi. Ce qui fait écho d'ailleurs à un ouvrage qu'a récemment publié Marcus Gabriel, un philosophe allemand, avec lequel je suis en total désaccord, mais que j'aime bien. Et son livre s'intitule « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ?» Pourquoi je ne suis pas mon cerveau? Eh bien, si je ne suis pas mon cerveau, c'est que je suis quelque chose en plus de mon cerveau. C'est en tout cas la position de Marcus Gabriel, et c'est la position de la plupart des dualistes. Mais même quand on est physicaliste, il demeure une part de dualisme en nous. Alors, cette position dualiste, que j'appelle une croyance, après peut-être certains contestera le fait que je l'appelle une croyance, c'est une croyance qui est très ancrée, qui est très intuitive, donc très séduisante, et c'est pas pour rien que la plupart y adhèrent. Elle est évidemment réconfortante, puisque c'est dans un cadre dualiste qu'on peut imaginer que notre esprit survit après notre mort physique. Et bien sûr, c'est très important, et c'est pourquoi c'est un sujet chaud et potentiellement polémique, elle est au fondement des 10 000 religions qui existent encore aujourd'hui sur notre planète. Parce que toutes les religions ont une fondation qui est dualiste. Bon, il y a peut-être juste un cas particulier avec le bouddhisme, et bon, si vous voulez on en discutera, mais en fait, si. Cette conception dualiste, pardon, je vais trop vite, en fait, elle est présente très très tôt. C'est-à-dire que les enfants, à 3-4 ans, sont déjà dualistes. Avant même d'avoir reçu un enseignement philosophique ou religieux, bien sûr. Et je suis prêt à parier que si on pouvait tester les représentations des enfants de 1 ou 2 ans, on s'apercevrait qu'ils sont déjà dualistes. Mais on ne peut pas le faire parce qu'ils ne parlent pas. En fait, quasi 100% des individus dans les pays africains ou asiatiques sont dualistes. C'est beaucoup moins le cas en Europe, notamment dans les pays scandinaves, Norvège, Suède, etc. Alors, on pourrait dire, mais finalement c'est un problème métaphysique, mais un problème qui n'a pas de grandes conséquences sur notre vie. Ah, si, ça a de très importantes conséquences que j'indique ici rapidement. Ça a des conséquences sur notre manière de concevoir le libre arbitre. Je vais revenir à la fin de l'exposé là-dessus. Est-ce qu'on est libre? Eh bien, c'est en rapport avec ce positionnement métaphysique, dualiste ou physicaliste. Ça a évidemment un rapport avec notre manière de concevoir la souffrance mentale. C'est quoi la souffrance mentale? Est-ce que c'est psychique? Est-ce que c'est matériel? Comment on intervient sur la souffrance mentale? C'est en partie déterminé par vos conceptions dualistes ou physicalistes de l'humain. Et puis bien sûr, ça a une implication très grande sur le sens que l'on donne à notre vie. Et pour beaucoup de gens, abandonner le dualisme, ça serait finalement éliminer la signification la plus profonde de ce qui est en jeu dans notre vie. Alors, est-ce qu'il existe des données empiriques, observables, reproductibles, qui soutiennent le dualisme, qui nous permettent de dire, ben oui, il y a un sens à être dualiste? Alors, je vais être radical, aucune. Bon, alors je sais, il y en a qui vont me dire, non, il y en a, moi je vous dis, il n'y en a aucune, si vous voulez, on en parlera. Évidemment, si des données existaient, pourquoi pas? Mais toute la planète serait dualiste. Moi, je ne tiens pas à être physicaliste. En fait, je préférerais 1000 fois être dualiste. C'est tellement plus agréable, plus confortable. Simplement, je n'ai aucune raison de pouvoir être dualiste. Donc, je dirais de force, j'abandonne mon intuition dualiste et je bascule vers le physicalisme. Il n'y a pas de données qui soutiennent le dualisme. Alors, malgré tout, peut-être que vous avez pensé à certains phénomènes qui suggèrent le dualisme, c'est-à-dire qui suggèrent qu'un esprit existe à côté du corps. Je vais simplement les citer, parce que je n'ai pas le temps de les décrire, et si vous voulez qu'on en parle après, on en reparlera. La psychokinèse,
Alors, vous savez, c'est la capacité d'avoir un effet sur les objets simplement par la force de son esprit. La télépathie, les expériences de mort imminente, les expériences de sortie du corps, mais aussi l'effet placebo, les maladies psychosomatiques et les thérapies non médicamenteuses, par exemple la psychothérapie. Très souvent, les personnes dualistes pensent que ces phénomènes-là sont des indications fortes, ou même plus que fortes, presque démonstratives, que le dualisme a bonne raison d'être et qu'on peut admettre l'existence d'un esprit de nature immatérielle. Non. Encore une fois, si c'était le cas, je serais dualiste. Alors, le dualisme rencontre un grand problème. Il en rencontre deux même, enfin, il y a plus que deux même, mais on va dire, je vais rester sur un seul problème, le problème que très tôt, la princesse de Bohême, qui était l'interlocutrice de Descartes est un peu le père du dualisme moderne, on va dire, hein. La princesse de Bohême s'adresse à Descartes et lui pose un problème auquel Descartes n'a pas pu répondre. Ce problème, c'est comment quelque chose d'immatériel, l'esprit, pourrait avoir un impact, exercer une relation de type cause à effet avec quelque chose de matériel. Compte tenu que tous les phénomènes matériels ont eux-mêmes une cause matérielle. On ne connaît pas de phénomène matériel qui aurait une cause immatérielle. Donc comment quelque chose d'immatériel pourrait avoir un effet sur quelque chose de matériel? Et Descartes dit, ma chère princesse, la question est avisée, je n'ai pas de réponse, il faut le prendre comme une donnée. C'est comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Il y a dans l'univers cet étrange phénomène que le matériel, l'immatériel, peut interagir avec le matériel. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais c'est comme ça. Bon, malgré tout le respect que j'ai pour Descartes, c'est une explication quand même qui est un peu légère. Alors, je vais vous montrer que probablement vous pensez un peu comme ça. Si je me permets de le dire, c'est que j'ai étudié les représentations intuitives de tout un chacun à ce sujet. Prenons l'exemple de qu'est-ce qui se passe quand je décide de lever un bras et que je lève un bras. Voilà, là, maintenant je décide de lever le bras, clac, je lève mon bras. Comment vous vous représentez la chose? Alors, je vais vous dire comment la plupart des humains se représentent la chose. Alors, le point de départ, c'est je, moi. Mais moi comme entité pensante, consciente, et non pas matérielle. Donc, il y a quelque chose en moi qui est d'ordre spirituel, qui va, en quelque sorte, donner un ordre au cerveau, celui de faire lever mon bras. Et ensuite, mon cerveau, informé par moi-même, gouverné par moi-même, le cerveau c'est mon esclave, va envoyer un influx nerveux vers mon bras, et le bras va se lever. C'est comme ça que 90% des personnes se représentent le phénomène de lever du bras. En fait, pas du tout. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Je vais vous montrer comment ça se passe tout à l'heure, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Sauf que cette représentation-là est une représentation qui domine très largement parce qu'elle est conforme à notre intuition dualiste. Alors, en fait, ce problème de l'interaction donc, entre l'esprit et le cerveau ou le corps, c'est vraiment le talon d'Achille du dualisme, ce qui fait que théoriquement, en philosophie, en psychologie cognitive ou en neurosciences, la plupart des auteurs ont abandonné le dualisme au milieu du XXe siècle. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes si sensibles au fantasme de la psychokinèse. Parce que la psychokinèse, encore une fois, le fait de pouvoir avoir un impact sur la matière par la force de son esprit, la psychokinèse, ça serait l'illustration possible que quelque chose de spirituel peut avoir un effet sur quelque chose de matériel. Alors, je ne sais pas si vous y croyez ou pas, hein, mais beaucoup de gens y croient, et même ceux qui n'y croient pas, en fait, y croient un peu. Regardez quelqu'un qui joue au dé.
Et par exemple, il s'agit de faire un double 6. Vous allez le voir, il va faire ça. Double 6, double 6, double 6. Et il se dit que s'il le veut vraiment, peut-être qu'il y a un peu plus de chances qu'il y ait double 6 que pas double 6. Donc nous y croyons toujours un peu à ça. Et vous savez qu'il y a des tas de charlatans qui ont fait croire aux gens que ça marchait. Vous êtes d'un âge, pour certains, relativement avancé comme moi, mais Uri Geller, par exemple, et se vantait d'être capable de pouvoir psychokinétique, ce qui n'est pas le cas. Les seuls qui ont ce pouvoir, ce sont les Jedi de Star Wars. Si vous avez vu de Star Wars, mais les Jedi ont ce pouvoir, c'est le seul cas que je connaisse de psychokinèse. Alors, si il n'y a aucune donnée qui permet de soutenir le dualisme empirique, s'il y a des problèmes théoriques internes au dualisme, pourquoi nous sommes si attachés à lui? Et je vous garantis que pour arriver à faire changer les gens d'avis sur ce thème-là, il en faut. En 5 ans d'études, j'arrive à gagner 1,5 point sur mon échelle de 0 à 6. Mais je gagne quand même 1,5 point. Alors pourquoi? C'est ce que je vais vous présenter. Il y a un ensemble de raisons sur lesquelles on pourrait discuter très très longtemps, mais je vais le faire un peu en raccourci, qui fait que nous sommes spontanément dualistes. Et que ça vous paraît comme la meilleure interprétation de ce que vous êtes et la meilleure conception métaphysique du monde. Alors, premier élément qui contribue au dualisme, c'est ce que j'appelle l'effet de la théorie de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit? C'est une capacité que vous avez tous d'interpréter les états mentaux d'autrui. Et vous êtes tous experts. Vous regardez quelqu'un, vous savez, dans la seconde qui vient, si la personne elle est contente d'être avec vous, si elle n'est pas contente, si elle vous cache quelque chose, si elle veut vous manipuler, si elle est en colère, on dispose tous de cette capacité incroyable et on ne connaît pas d'autres animaux qui l'ont développée à ce point-là. Les seuls individus qui ne disposent pas de capacité de théorie de l'esprit, ce sont les autistes. Parce qu'il manque aux autismes cette capacité qui rend leur interaction très sociale. Je suppose que tous les hommes politiques, notamment ceux qui se font élire à la présidence de la République, ont une très grande capacité de l'esprit. Parce qu'il faut avoir une très grande capacité de l'esprit pour pouvoir manipuler les autres. Et ils savent très bien manipuler les autres. Et ils peuvent ne pas être très intelligents, j'en connais certains, je ne vais pas les nommer, mais ils ont une grande théorie de l'esprit et ça les rend très très puissants. Alors, cette théorie de l'esprit, elle se développe assez jeune chez l'enfant, mais elle acquiert son niveau de maturité, on va dire maximal quand même, pas avant 7-8 ans. Et c'est quelque chose qui est si important dans nos vies, que nous développons de manière si forte, que du coup, nous avons une tendance à projeter de l'intentionnalité dans à peu près tous les phénomènes. Et le cas emblématique, c'est l'animisme. L'animisme, c'est, on va dire, une religion première, et les animistes interprètent les phénomènes naturels comme s'ils étaient réalisés à partir d'intentions. Un animiste qui voit une éruption volcanique se dit « ça c'est la Terre qui est en colère ». Donc elle me manifeste sa colère par son éruption volcanique. Donc nous avons une tendance très très forte à projeter des états mentaux, des intentions, alors même qu'il n'y en a pas. Et ce que l'on peut montrer, c'est que plus les gens ont une tendance à projeter des états mentaux sur des objets qui n'en ont pas, plus ils sont dualistes. Donc ça veut dire que cette capacité que nous avons en permanence de détecter des états mentaux fait que nous sommes à peu près certains que nous disposons aussi nous-mêmes d'états mentaux qui n'ont pas de base matérielle. Et ça, c'est assorti du fait que le jeune enfant, très très tôt, dès l'âge de 2 ans, même avant 2 ans, il a parfaitement distingué, dans sa catégorisation du monde, les objets matériels des objets animés. Vous remarquez que j'emploie bien le mot animé. Dedans, il y a bien le mot âme. Donc, très très tôt, l'enfant structure son monde entre un monde physique d'objets inertes, non autonomes, et un monde d'objets vivants, pensants, qui ont des émotions, qui sont des objets animés. Et cette dichotomie que l'on fait très tôt dans son développement,
C'est une dichotomie que l'on garde très souvent jusqu'à notre mort et qui fait que nous demeurons dualistes parce que nous avons structuré le monde comme ça quand nous avions 2 ans et que c'est très difficile de changer d'avis. Les humains n'aiment pas changer d'avis. Autre phénomène, c'est ce que j'appelle l'effet de la transparence du moi et de l'opacité du cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est que la transparence du moi? C'est qu'à chaque moment dans votre vie, en fait, vous avez l'impression d'être conscient de ce qui vous fait agir de telle ou telle manière. Vous savez pourquoi vous êtes venu ici. Et quoi que vous fassiez, vous croyez, alors même si c'est faux, mais ce qui est important c'est d'y croire, vous croyez être conscient des raisons qui vous font agir de telle ou telle manière. Donc, votre esprit est transparent à vous-même. Vous croyez savoir ce qui vous anime. Mais dans le même temps, vous ne savez absolument rien et vous ne ressentez absolument rien de ce que fait votre cerveau. Est-ce qu'à l'instant où je vous parle, vous ressentez quelque chose dans votre cerveau? Rien. Est-ce que vous sentez les milliards de neurones qui sont en train de s'exciter pour peu que vous ne soyez pas encore endormi? Est-ce que vous les sentez qui s'agitent et que ça se bouscule là-dedans? Non, on ne sent rien. Le cerveau, il est opaque. Et il est tellement opaque qu'il a fini par nous persuader qu'il était pour rien ce que nous pensons. Et c'est cette transparence du moi qui fait que nous considérons que ce sont nos intentions mentales et non matérielles qui sont à l'origine de ce que nous faisons ou de ce que nous pensons. Troisième élément, c'est l'effet distinguo entre les sensations physiques et les sensations psychiques. Alors je commence par les sensations physiques. Imaginez que vous marchez et vous vous cognez à un rocher. Vous vous faites mal, vous êtes blessé. Vous avez identifié la cause physique de votre douleur et vous pouvez localiser l'endroit qui vous fait mal. Ça a une réalité spatiale et temporelle. J'ai mal au doigt de pied, même si en réalité, c'est pas au doigt de pied que vous avez mal vraiment, c'est dans le cerveau, parce que c'est le cerveau qui fabrique la sensation de douleur. Mais en tout cas, nous, on voit où on a mal. Très bien. Prenons maintenant le cas d'une sensation psychique. Alors j'aurais pu prendre le bonheur, mais je vais prendre la dépression. Donc vous réveillez un matin, vous êtes déprimé. Ça arrive à tout le monde, à tous les humains, depuis tout le temps. Vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes déprimé. Et puis prenons même le cas extrême de la grande dépression. Vous êtes vraiment au bord du suicide. Vous n'en pouvez plus de la vie. D'accord? Vous allez voir un psychologue ou un psychiatre, ce que vous voulez. Et imaginons que le psychologue et le psychiatre soient un peu bêtes et qu'ils vous disent « Ok, et où est-ce que vous avez mal ?» Mais je n'ai mal nulle part, je suis dépressif. Ah, mais si vous avez mal nulle part, vous n'avez pas mal. Mais si j'ai mal, je souffre. Oui, mais si vous souffrez, vous pouvez dire où. Mais non, je ne peux pas dire où, il n'y a pas un endroit où j'ai mal. Donc en fait, la douleur psychique, vous ne pouvez pas la localiser. Parce que rien n'a été fait pour que ce soit localisable. L'évolution, au sens darwinien du terme, n'avait pas d'intérêt à localiser l'endroit de la douleur psychique. Et pourtant, la douleur psychique, elle est là. Et on peut la modifier matériellement très facilement. Vous prenez 2 verres d'alcool et déjà, ça va un peu mieux. Du cannabis, ce que vous voulez, un anxiolytique. Donc, le fait que depuis tout le temps, d'un point de vue phénoménal, c'est-à-dire d'un point de vue de ce qu'on ressent, on puisse ressentir des douleurs physiques et les localiser, et le fait qu'il y existe des douleurs qui sont psychiques et qu'on ne peut pas localiser, nous convainc que ces douleurs psychiques, si elles n'ont pas d'endroit, si elles n'ont pas de lieu, c'est qu'elles sont sans lieu, elles sont donc immatérielles. Parce que si elles étaient matérielles, on pense qu'on pourrait les localiser. Et donc c'est encore un élément qui nous trompe et qui nous conduit à croire que la dépression n'est pas d'origine matérielle. Alors que bien sûr, elle est d'origine matérielle. Après on peut moduler, mais... Autre élément, c'est l'incapacité de se représenter sa propre mort. Quand on demande à des gens de se représenter mort, c'est très amusant, ils se représentent toujours spectateurs de leur mort, mais pas morts. Ils se voient, ils disent oui, je m'imagine mort. Ah oui, mais si vous imaginez que vous n'êtes pas mort, ah oui, c'est vrai. Oui, en fait, on ne peut pas.
On ne peut pas se représenter mort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'une partie de nous-mêmes ne demeure pas. Et si une partie de nous-mêmes ne demeure pas, c'est que cette partie doit être immatérielle. C'est cohérent, et notre cerveau aime bien penser des choses cohérentes. Ça nous fait plaisir, et c'est encore un élément qui contribue au dualisme. Et puis bien sûr, il y a l'effet de la culture, qui elle-même, la culture, est le résultat de tous ces phénomènes-là. La culture, toutes les cultures sont dualistes. Toutes sont naturellement dualistes. Et même le langage véhicule ce dualisme, puisque je peux dire « je » et je peux dire « mon cerveau ». Donc déjà, le langage est porteur de ce dualisme, parce que notre culture est porteuse de ce dualisme. Donc il y a toutes les raisons qui font que nous soyons dualistes. Et la conception actuelle, parce que ce n'est pas la même que la conception d'il y a quelques siècles, hein, la conception actuelle, elle a été très bien décrite par un grand psychologue qui s'appelle Steven Pinker, et qui dit le cerveau, c'est comme a pocket PC for the soul. A pocket PC for the soul, c'est-à-dire le cerveau, en fait, c'est simplement un ordinateur de poche, très performant, que notre âme, notre esprit utilisent pour vivre. Mais le cerveau, c'est pas nous. C'est juste quelque chose que nous utilisons pour vivre. Alors, là, je voulais vous montrer des choses qui sont amusantes, mais je n'aurai pas le temps, alors ça, je vais passer. C'était simplement pour vous montrer que l'esprit n'était pas unitaire, contrairement à ce que l'on croit. Mais donc ça, je le passe. Parce que sinon, je sais que je vais être à court de temps. Alors, maintenant, bon, je vous ai donné quelques raisons qui, de mon point de vue, font que le dualisme n'est pas une philosophie très tenable, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on était naturellement dualiste. Maintenant, tournons du côté du physicalisme. Le physicalisme, donc, c'est l'idée que notre univers est strictement matériel et que nous-mêmes, nous sommes matériels. Pour reprendre une expression de Crick, prix Nobel, Crick dit « Nous ne sommes rien d'autre qu'un paquet de neurones ». Alors certains vont dire « C'est triste quand même, hein. Nous ne sommes rien d'autre qu'un paquet de neurones ». Bon, il faudra ajouter quand même plus des intestins, des os, de la chair. On n'est pas qu'un cerveau, le corps compte aussi. Mais nous sommes rien d'autre en fait que des cellules matérielles. Alors, cette théorie qui est soutenue par maintenant la plupart des philosophes et des scientifiques, avec des tas de modulations possibles, hein, que je ne vais pas présenter ici, elle est soutenue déjà par l'existence d'une corrélation très forte entre état mental et état cérébral. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on observe une modification de l'état mental, on observe simultanément, de manière concomitante, une variation de l'état cérébral. Donc il y a une relation au minimum très très forte, systématique, entre l'état mental et l'état cérébral. Ça, nous le savons, il y a quelques siècles, nous ne le savions pas. Maintenant, nous le savons. Plus que corrélation, et ça c'est important, il y a une causalité entre état cérébral et état mental. C'est-à-dire qu'on peut maintenant, par des méthodes sophistiquées d'activation de zones du cerveau ou même de neurones particuliers dans le cerveau, par des techniques nouvelles, on peut générer artificiellement des états mentaux. Par exemple, je peux titiller des neurones pour vous conduire à avoir la sensation de voir du rouge ou du vert. Et je peux choisir de vous faire voir du rouge ou du vert. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, je peux activer des neurones qui vont vous donner l'impression de vertige. Je peux activer des neurones qui vont vous conduire à avoir peur. Ou au contraire, des neurones qui vont vous conduire à avoir du plaisir. Jusqu'à pouvoir déclencher un orgasme simplement en activant les neurones qu'il convient d'activer. Je peux même déclencher une image particulière. Par exemple, je peux activer des neurones et soudainement vous allez voir l'image de, par exemple, M. Trump. Bon, d'accord, je vais prendre autre chose. Donc, en tout cas, c'est pour vous dire que je peux déclencher la conscience d'images particulières, d'états mentaux particuliers, simplement en activant certains neurones. Donc, il y a une causalité entre états cérébraux et états mentaux qui est extrêmement forte. Enfin, l'approche physicaliste, eh bien, elle est plus simple. Puisqu'au lieu de postuler deux entités,
de l'esprit et de la matière, je me contente de postuler de la matière. Donc en termes de quantité d'informations que j'ai besoin pour expliquer le monde, eh bien je me satisfais de beaucoup moins d'informations. Et surtout, cette approche a une portée explicative très grande. Le fait d'imaginer que mes états mentaux soient provoqués par des états cérébraux me permet d'étudier, d'investiguer et de comprendre le fonctionnement psychique. Si je postule que mes états mentaux ils sont liés à un esprit matériel, c'est vachement beau, c'est même poétique, c'est satisfaisant sur le plan intuitif, mais avec ça, je n'explique strictement rien. Alors, je ne sais pas combien de temps j'en suis. Oui, il reste encore bien au moins 20 minutes. Oui, C'était 45 minutes, oui, je suis à 38. Hein. oui. À moi, vous m'avez dit l'heure. Ouais. Moi, quand on me donne l'heure, je le fais précisément. C'est le cerveau ou l'esprit qui vous... Ah ben ça, on verra dans la discussion. Alors j'aimerais aborder un point qui est à la fois un point philosophiquement, mais même politiquement important, et qui va être appréhendé de manière différente selon qu'on est dualiste et selon qu'on est physicaliste, mais qui permet aussi de révéler les faiblesses de la position dualiste. Alors ce point, c'est celui du libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité supposée que l'on a de faire des choix en conscience sans être déterminé par des pressions extérieures qui nous empêcheraient de choisir comme nous le voulons. Pour le dire librement, de manière très grossière, en fait, c'est le fait que nous soyons des êtres libres. D'accord ? Est-ce que nos décisions, nous pouvons les prendre librement ? Alors, si vous êtes dualiste, eh bien, ça ne pose pas de problème. Ça, a priori, hein, en fait, ça pose, mais intuitivement, ça ne pose pas de problème, et c'est aussi pour ça, probablement, qu'on est dualiste. Parce que si vous êtes dualiste, vous avez le cerveau, et vous avez vous. Et vous, ce n'est pas votre cerveau. Vous, c'est votre esprit. Votre esprit, c'est lui qui donne ses ordres au cerveau. Et l'esprit, il n'est pas matériel. Et comme il n'est pas matériel, il n'est pas soumis au déterminisme matériel. Ça veut dire que l'esprit a une espèce d'autonomie intrinsèque qui lui permet de prendre des décisions sans être déterminé par d'autres choses que lui-même. Et vous retrouvez ça d'ailleurs dans la religion, en tout cas dans la religion judéo-chrétienne, puisque Dieu a consenti de donner un esprit aux hommes, puisqu'il les a créés à son image, et en leur donnant un esprit, il leur a donné le libre arbitre. Ce qui est très important dans un cadre, on va dire, social et religieux, parce que comme ils ont le libre arbitre, les hommes, eh bien, ils peuvent aussi être punis. Soit sur terre, soit ensuite, selon qu'ils vont aller en enfer, au purgatoire ou au paradis. Donc, mais c'est normal, la religion est dualiste, donc c'est normal qu'elle porte en elle-même cette croyance-là. Donc pour un dualiste, le libre arbitre, oui, c'est normal, ça va de soi, puisque je suis quelque chose en plus de la matière, et ce quelque chose n'est pas déterminé par des causes matérielles que je ne maîtriserai pas. Pour un physicaliste, les choses sont moins simples. Car si je suis physicaliste, je suis le résultat de processus matériels. Je suis une machine biologique. C'est ma position. Je suis une machine biologique. Et dès lors que je dis que je suis une machine biologique, beaucoup de gens vont dire « Mais les étudiants me le disent à chaque fois, ça. Mais monsieur, si vous pensez que vous êtes une machine biologique, vous n'avez plus de libre arbitre. Et pourquoi ? Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi, si je suis une machine biologique, je n'ai pas de libre arbitre. C'est pas si facile que ça de répondre, c'est juste une intuition que l'on a. Mais si on essaie d'y répondre raisonnablement, c'est pas facile. Donc, à première vue, le dualisme est plus compatible avec le libre arbitre que le physicalisme. Et ça, c'est sur les enquêtes que j'ai réalisées sur des adultes, c'est très très clair. Alors, à ce sujet, je rappelle quand même que certains auteurs
ont pointé la possibilité d'une illusion de libre arbitre. J'en citerai deux. Le premier, c'est Camus, qui dit la chose suivante: si un homme est conduit par les lois de la nature à faire ce qu'il fait, nous ne pouvons ni l'en approuver, ni le blâmer, pas plus que nous pouvons reprocher à une montre d'être en avance ou en retard. Oui, parce qu'une montre, l'heure qu'elle indique est déterminée par ses caractéristiques matérielles et par les phénomènes physiques pour lesquels elle ne peut rien. On ne va pas reprocher à une montre ou la punir parce qu'elle est en avance ou en retard. De même, comment on pourrait punir un homme de ses actes si c'est un être purement matériel, déterminé matériellement par tout ce qui est autour de lui. Et vous trouvez quelque chose d'un peu équivalent, mais un petit peu différent quand même, c'est Spinoza qui dit « telle est cette liberté humaine que les hommes se vantent d'avoir et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. » Donc c'est cette idée qui est très très moderne, c'est le b.a.-ba de la psychologie contemporaine, c'est l'idée qu'il y a des facteurs dont nous n'avons pas conscience, qui nous conduisent à désirer certaines choses, à vouloir certaines choses, au contraire à rejeter certaines choses. On croit que l'on sait pourquoi on les rejette ou on les désire, mais en réalité, nous ne maîtrisons pas du tout les facteurs sous-jacents qui nous poussent à désirer ou à rejeter telle ou telle chose. Donc c'est un vieux problème philosophique. Alors, maintenant, si je reviens à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand je décide de lever mon bras ? Alors, dans un cadre dualiste, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, donc je le reprends, d'abord, il y a, premier temps, il y a une intention volontaire et consciente de lever mon bras. Cette décision, c'est une décision libre du self. Le self, bon, c'est les anglo-saxons, pour les anglo-saxons, c'est le soi. Donc ils ont l'habitude de le dire comme ça, j'ai repris le terme. Et en tout cas, le self, le soi, le je, moi, en tant que réalité immatérielle. Tout part d'une intention consciente qui n'est pas nécessairement matérielle. Cette intention consciente va avoir un impact sur l'activité de mon cerveau, qui va s'activer d'une certaine manière en fonction de cette intention consciente. Et l'activité de mon cerveau va conduire à propager un influx nerveux sur mon bras, qui va conduire à l'activité motrice, faisant que mon bras se lève. Ça, c'est l'interprétation dualiste. D'ailleurs, une fois, je le raconte dans le livre, il y a un étudiant qui m'a écrit parce qu'il avait fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, et donc il était atteint d'une hémiplégie. Et il me raconte ce qu'il ressent. Et il me dit, mais voyez, monsieur Ripoll, j'arrive plus à lever mon bras. Mais pourquoi? C'est parce que mon cerveau est abîmé. Mais moi, je continue de vouloir lever le bras. Je demande à mon cerveau de lever le bras, mais mon cerveau, il ne peut pas, puisqu'il a été abîmé. Mais moi, je continue de vouloir lever le bras. Donc, c'est bien ça qu'il avait en tête. Je veux l'intention consciente, l'activité cérébrale et l'activité motrice. Dans un cadre physicaliste, maintenant, comment on perçoit les choses? Eh bien, la séquence n'est pas la même. Le premier temps de la séquence, c'est l'activité cérébrale, en rapport avec la décision motrice. Et cette activité cérébrale, elle n'est pas consciente. Je vous rappelle que vos neurones, pris individuellement, ils sont complètement stupides. Un neurone, c'est un petit organe matériel qui réalise quelques échanges chimiques et électriques, mais un neurone, c'est totalement bête. Ce qui est miraculeux, c'est que des centaines de milliards de neurones sont intelligents. Mais un neurone pris tout seul n'est pas bête. Mais c'est vrai aussi pour nous, nous tout seuls, on serait complètement idiots. C'est parce qu'il y a du monde qu'on arrive à être intelligent. Donc, tout commence par l'activité cérébrale. Et cette activité cérébrale va, à un moment donné, dans le jargon on dit qu'elle va converger vers un état stable, c'est-à-dire qu'il y a un réseau d'activation dans le cerveau qui va se stabiliser et qui va donner lieu à l'intention consciente, c'est-à-dire la décision consciente de lever le bras. Et suite à cette décision, eh bien, le bras va effectivement se lever. Et donc, vous voyez que entre ces deux interprétations,
C'est les mêmes étapes que l'on observe, sauf que dans le cadre dualiste, vous avez déjà, le premier temps d'étape, c'est l'intention consciente, alors que dans le cadre physicaliste, l'intention consciente, elle est seulement là. Et elle est précédée par quelque chose de matériel. Donc ce qui est conscient ici n'est que le produit d'une activité matérielle, alors que dans un cadre dualiste, cette intention consciente, elle est le produit d'une activité proprement spirituelle. Oui? Oui, mais qui commande la décision motrice à ce moment-là? Alors ça... alors c'est pour le débat, ça, on va y revenir. En tout cas, c'est une question très fréquente. Effectivement, mais donc on en parlera tout à l'heure. Je sais que vous bouillez d'impatience, mais on va le laisser terminer ça. Alors, il y a déjà un auteur qui avait exploré cela, qui s'appelait L-I-B-E-T, qui est un neuroscientifique dualiste. Et il voulait montrer que c'était ce schéma-là qui était le bon. Et puis, bon, les résultats qu'il a obtenus ne lui ont pas donné raison, mais comme c'est un scientifique sérieux, il a admis qu'il y avait un problème. Enfin, bon, il s'en est sorti par un petit tour de passe-passe malgré tout, mais je le laisse de côté. Mais plus récemment, d'autres auteurs, notamment Soon et Hall, les collaborateurs en 2008, ont réalisé une expérience à la fois terrifiante et passionnante. Alors, qu'est-ce que les auteurs ont fait dans cette expérience? Alors, les auteurs ont demandé à des sujets de regarder un écran avec des lettres qui défilaient au rythme d'une lettre toutes les 500 millisecondes. C'est relativement lent. Hein, une lettre, on peut traiter beaucoup plus vite. Hein. Une lettre toutes les 500 millisecondes. Et ils devaient dire à quelle lettre, lorsqu'ils ont vu telle lettre, ils ont pris la décision de bouger le doigt droit ou le doigt gauche. Donc on leur disait, voilà, vous allez, quand vous le voulez, quand vous en avez envie, vous allez bouger un doigt, gauche ou droite. Et simplement, votre tâche, c'est de dire quand vous avez pris la décision de bouger le doigt droit ou le doigt gauche. Et en même temps qu'ils faisaient tout ça, on enregistrait toute l'activité cérébrale par toutes les techniques que l'on connaît actuellement. On étudiait la totalité du cerveau. Et puis bien sûr, on mesurait le moment où le sujet avait bougé un doigt ou l'autre. Et le résultat absolument extraordinaire qu'ils ont trouvé, c'est que la décision consciente, quand je décide de bouger le doigt, est précédée de 7 à 8 secondes par l'activité cérébrale. C'est-à-dire que quand le sujet décide de bouger son doigt, ça fait déjà 7 ou 8 secondes que le cerveau a préparé le geste et la décision qu'il allait prendre. Si bien qu'on a même programmé un ordinateur qui étudie l'activité cérébrale de la personne qui bouge ses doigts, et l'ordinateur, il est capable de prédire infiniment mieux que le hasard, hein, de manière très efficace. Il est capable de prédire quel doigt le sujet va bouger et quand il va le bouger. C'est-à-dire que le sujet, l'ordinateur par exemple, il voit le cerveau du sujet qui s'active d'une certaine manière, il pourrait dire au sujet, hop, dans 7 secondes tu vas bouger le doigt gauche. Et si on dit ça au sujet, le sujet va dire, ben, c'est n'importe quoi, j'ai rien décidé. Et si tu as déjà décidé, ton cerveau il a déjà décidé, dans 7 secondes tu vas bouger le doigt gauche. Alors évidemment, si on lui dit ça, il s'arrête. Le droit, hein. Voilà, bien sûr, si on lui dit, c'est fini. Mais sauf qu'on est capable de prédire à l'avance, sans que le sujet ait la moindre conscience du doigt qui va bouger et quand il va bouger, on est capable de prédire ce qu'il va faire. Alors moi, en tant que physicaliste, ça ne m'étonne pas beaucoup. Simplement, ce temps de 7 secondes est un peu étonnant. C'est-à-dire, je m'attendais évidemment que la décision consciente est consécutive à une activité cérébrale. Mais que cette activité cérébrale commence 7 à 8 secondes, c'est évidemment beaucoup. Alors, ça, c'est un très gros problème. Parce que, où est l'esprit latent? Où est l'âme là-dedans? Où est l'intention consciente? L'intention consciente, elle est postérieure à l'activité cérébrale.
Donc, la conscience, c'est vécu par les dualistes, est perçu comme les dualistes, comme l'essence même de l'esprit. Ce qui distingue, par exemple, une machine, pour beaucoup de gens, d'un humain, c'est la conscience. Sous-entendu, nous sommes conscients, la machine ne l'est pas. Donc, la conscience, c'est une des caractéristiques essentielles de l'esprit, en tant qu'entité immatérielle. Or, ce qu'on voit, c'est que cette intention consciente, elle est postérieure à l'activité cérébrale et non antérieure, comme l'imaginent souvent les dualistes. Alors, pour finir, est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans esprit? Parce que moi, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que l'esprit, c'est juste une très belle hypothèse. Mais je ne vois pas comment on peut la soutenir. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde sans esprit? Alors, quelques questions. Est-ce que l'abandon du dualisme entraîne l'abandon de la religion? Parce qu'il y a sans doute parmi vous beaucoup de croyants, et je sais, parce que je travaille beaucoup sur la religion, que pour un croyant, cesser de croire, c'est absolument impensable, inacceptable. L'apostasie est quelque chose de très très rare, peu fréquent, surtout chez les personnes âgées. Ça arrive encore jusqu'à 25-30 ans, mais après c'est quasiment impossible. Donc, est-ce que si on abandonne le dualisme, on doit aussi abandonner la religion? Alors ma réponse est oui, si on entend par religion les religions classiques, notamment par exemple les grandes religions monothéistes. Parce que ces religions monothéistes, si vous lisez l'Ancien Testament comme le Nouveau, la Torah ou le Coran, vous verrez toujours qu'en permanence, il y a une référence à cette dualité. Si vous la faites disparaître, l'édifice s'effondre. Maintenant, on peut avoir une forme religieuse qui n'est pas celle de nos grandes religions. Par exemple, Spinoza ne se considérait pas comme athée, mais sa conception de Dieu était très éloignée de ce que l'on trouve dans les religions classiques. Autre petit problème, la terreur de la mort. Et oui, c'est très embêtant parce que quand on est dualiste, on peut admettre que notre esprit survit à la mort matérielle de notre corps, puisque cet esprit il est d'origine immatérielle, il n'est pas soumis, je veux dire, à la malédiction de la destruction, de la dégradation physique. Pour un physicaliste, malheureusement, non, la terreur de la mort, elle est là. Est-ce qu'on va vers un monde désenchanté et dépourvu de tout mystère? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Bien, parce que, pour moi, l'explication dualiste, la conception dualiste du monde, en fait, elle enlève tout le mystère du monde. Et c'est pour ça que ça nous plaît, parce que les mystères, on n'aime pas ça. On n'aime pas confronter à ce qu'on ne comprend pas. Or, le dualisme, ça explique très bien les choses. Le monde, il est clair. Si l'on n'est pas dualiste, alors là, le mystère reste entier, en réalité, de savoir comment notre cerveau produit de l'esprit. Parce que, quels que soient les progrès des neurosciences actuelles, il faut être honnête, on ne comprend pas complètement, je ne peux pas le développer ici, mais je l'ai développé dans mon livre, on ne comprend pas complètement comment l'activité de ces centaines de milliards de neurones produit nos émotions, nos intérêts, nos colères, nos jalousies, nos réflexions. On ne comprend pas. Donc, le physicalisme, c'est au contraire un monde de mystère. Alors que le dualisme, en fait, il résout le problème avant de l'avoir résolu. Donc, ce n'est pas un désenchantement du monde, au contraire, c'est un monde naturel qui s'offre à nous et qui est absolument merveilleux et passionnant. Dernier point, est-ce que c'est la fin de la psychologie? Parce que, bon, malgré tout, je suis psychologue, hein. Ça n'a pas l'air. Je suis psychologue. Est-ce que ça signe la fin de la psychologie? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Eh bien, on peut être psychanalyste, on peut être psychothérapeute et être physicaliste. Et le plus illustre de tous, c'est Freud. Freud était physicaliste. Il n'était pas dualiste, il était physicaliste. Pourquoi ça ne pose pas de problème? Pourquoi? Parce que le principe de la psychothérapie, c'est un échange linguistique.
dire, la parole joue un rôle fondamental. Oui, mais la parole, c'est quoi? C'est matériel. Quand je vous parle, si vous fermez les oreilles, vous n'entendez plus. Hein. Donc, quand je parle, ce sont des ondes acoustiques qui parviennent à vos oreilles, qui sont traitées par votre cortex auditif, puis votre cortex frontal, etc. Et donc, par la parole, je peux modifier votre état cérébral et donc votre état psychique. La parole, c'est pas différent d'un autre médicament. C'est même potentiellement beaucoup plus puissant. Parce que si par exemple, là, votre épouse ou votre mari, si vous en avez un, vous dit ce soir, je suis désolé, mais je t'aime plus. Hein, bon, ça arrive. Hein. S'il vous dit ça, dans votre cerveau, ça va être un bouleversement. Un véritable bouleversement qu'on peut observer instantanément. Donc, par la parole, je peux modifier l'état cérébral, comme je peux modifier l'état cérébral en administrant une drogue. Donc, finalement, le physicalisme, ça peut nous permettre de vivre, et puis, je suis physicaliste, et vous voyez, je vis quand même assez bien. Alors, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, je vous remercie, mais alors, selon, c'est votre cerveau, votre esprit, ou vous, c'est comme vous voulez, ça peut être un des trois. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ce remarquable exposé. Vous êtes philosophe dans la mesure où, moi je disais à mes étudiants, un philosophe c'est quelqu'un qui annonce la couleur. Et c'est ça qui permet l'échange. Si on camoufle, si à la fin d'un discours on ne sait pas, si l'intervenant pense ceci ou cela, il n'y a pas de débat possible. Donc vous avez le mérite de donner votre position. Et ça c'est la clé à mon avis, c'est pour ça que je ne regrette absolument pas de vous avoir invité. C'est la clé d'un débat réussi. Alors avant d'entamer notre discussion, comme tous les mois, on va demander aux personnes qui veulent dîner avec le conférencier, le bureau du Café Philo, de lever le doigt. Oui, mais alors on demande aux personnes... non, Michel s'occupe de la deuxième moitié de la salle, ceux qui sont malheureusement derrière la porte vitrée, qui est ouverte quand même, heureusement. Et donc levez le doigt, les personnes qui veulent dîner tout à l'heure avec nous, qu'on puisse vous dénombrer et prévenir les cuisines de l'auberge. C'est bon, il y en a 3 ici, 3 là-bas, et puis le bureau et l'opération. Ok? Bien. Alors, avant de lancer le débat, je voudrais donner quelques points d'accord avec ce qui a été développé, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Sur Freud, je suis totalement d'accord. Il y a un magnifique texte de Freud que vous connaissez certainement, qui dit on me reproche d'utiliser la parole pour améliorer la santé mentale des individus. La parole, qu'est-ce que c'est? C'est pas un outil, c'est pas un instrument efficace, c'est immatériel. Et Freud dit regardez ce qu'on fait avec la parole. Avec la parole, on peut pousser quelqu'un au désespoir, on peut emmener un peuple entier à la guerre. Il n'y a rien de plus puissant que la parole et c'est éminemment matériel. Donc vous avez tout à fait raison, Freud était persuadé que dans les décennies qui allaient suivre, on allait trouver dans le cerveau la clé de tout ce qu'il avait développé sur le plan de la psyché. Donc je suis en totalité d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis grandement d'accord aussi avec ce que vous avez dit sur la facilité ou la difficulté du dualisme ou du physicalisme. Certains que le dualisme se donne beaucoup de facilité parce qu'au fond, il ne pose pas le problème, il le résout avant même de le poser. Descartes est effectivement le père de ce dualisme moderne en tout cas. Sa correspondance avec Elisabeth était absolument fascinante et il se dérobe en permanence. Donc vous avez évoqué effectivement cette question de l'âme. Il y a le même problème pour la fameuse union de l'âme et du corps. Parce qu'on dit que Descartes est dualiste. En fait, c'est un mauvais... Il n'est pas dualiste, Descartes. Hein. Il est trialiste. Mais c'est un mot qui n'existe qu'en pornographie. Hein, donc je ne ferai pas de dessin. Mais il est trialiste. C'est-à-dire pour Descartes, il y a l'âme immatérielle, il y a le corps matériel, et puis il y a l'être humain qui est une bizarrerie dans la nature. Il est l'union de l'âme et du corps. Alors comment ça peut... Qu'est-ce que c'est cette union? C'est ce que vous avez posé comme question. Comment quelque chose d'immatériel peut-il agir, interagir avec quelque chose de matériel? Et donc la princesse Elisabeth, qui est une remarquable intelligente, dit à Descartes, mais je ne comprends pas,
Expliquez-moi, je comprends ce que vous appelez le corps, elle avait fait un peu d'études physiques, elle avait lu Galilée, je comprends ce que vous appelez l'âme, mais qu'est-ce que c'est cette union de l'âme et du corps? Alors Descartes fait une réponse assez extraordinaire, il dit, princesse, allez vous promener dans la forêt, sauter, danser, il pensait peut-être aussi à un autre acte, mais il n'osait pas lui dire parce qu'il était très bien éduqué, et puis vous comprendrez ce que c'est cette union. Vous comprendrez cette union, elle est de l'ordre du vécu, mais elle est totalement et définitivement impensable. Voilà. Donc effectivement, cette rencontre, alors Descartes fait l'hypothèse un peu niaise de la glande pinéale, enfin niaise, je suis excessif, mais il dit bah, c'est forcément au milieu du cerveau que cette rencontre se fait, parce on commence à connaître un peu le cerveau. En plus, il y a le problème du chiasma optique, hein, ce qui arrive de l'œil droit va dans l'hémisphère gauche et inversement. Donc nos yeux envoient deux images au cerveau, on voit une seule image, sauf si on est atteint d'un strabisme aigu, mais j'ai vu personne dans ce cas dans la salle, parce que c'est toujours délicat. Hein. Un jour, j'ai parlé comme ça dans un étudiant, qui était qui louchait à mort, et j'ai plus jamais parlé de ça dans mes cours de philosophie. Il faut faire très attention. Donc, il situe ce rencontre. Mais où, la question que vous posez à Descartes, où dans la glande pinéale? L'âme et le corps se rencontrent dans la glande pinéale. Mais où dans la glande pinéale? Puisqu'elle est matérielle. Au milieu de la glande pinéale? Mais où au milieu de la glande pinéale? Au milieu de la glande pinéale? Mais où au milieu du milieu? Au milieu du milieu du milieu du milieu du milieu du milieu du milieu de la glande pinéale? Donc voilà, il n'y a pas de solution. Donc Descartes, en fait, se dérobe à son propre dualisme en inventant ce trialisme qui est une philosophie un peu tordue. Voilà, moi j'aime pas Descartes, ceux qui me connaissent le savent depuis longtemps. C'est un grand malfaiteur, c'est à cause de lui que la planète est pourrie, il faut se rendre maître et possesseur de la nature. Bon, c'est un ennemi absolu de l'humanité, je le dis, ça me fait du bien, pardonnez-moi. Ça me fait du bien, j'ai le droit de me faire du bien quand même. Hein, bon, c'est mon cerveau qui me le demande. Bien. Alors, je vais commencer par une interrogation, ensuite vous aurez tout le loisir d'interroger notre conférencier. Il y a quelque chose je suis plus proche de Physikalim, certainement, encore que, bon, dans mon livre, le chat de Schrödinger, il y a peut-être des réponses à certains problèmes que vous soulevez. Bien. C'est très compliqué, je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Vous aurez un café philo sur le sujet au mois de juin, ce sera le dernier de l'année et de l'histoire de l'humanité au mois de juin. Donc, j'avais lu il y a quelques années, il y a bien longtemps déjà, et il me semble que vous avez prononcé ce nom, mais lui, il existe vraiment, celui dont je vais parler. C'est pas une fake news. Un livre de Monroe qui s'appelle Le cerveau machine, que vous connaissez probablement, qui pose la question de lever le bras, de façon très remarquable. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, j'aimerais votre réponse à cette question pour entamer notre débat de ce soir. Il dit voilà, nous autres, les neurobiologistes, nous avons identifié tout ce qui se passe effectivement dans le corps. Nous avons détecté l'endroit du cerveau où ça démarre. Effectivement, on peut le prouver scientifiquement, puisque si on stimule ces neurones-là, vous allez lever le bras sans comprendre ce qui vous arrive, et le bras va se lever sans votre intention. Donc on comprend d'où ça part dans le cerveau, comment ça passe de neurone en neurone, de synapse en synapse, comment ça va arriver dans les nerfs, et comment ça va agir sur les muscles, et comment la contraction des muscles va faire en sorte que le bras va se lever. Bon, tout ça, on le comprend très bien. On a une causalité A, B, C, D, E, F qu'on a entièrement décryptée, ou quasiment entièrement décryptée. On ignorait tout de ça il y a quelques décennies. Maintenant, on connaît le mécanisme, on connaît tout ça par cœur. Et Monroe pose la question suivante, mais qu'est-ce qui déclenche dans le cerveau le A, le point de début de ce processus A, B, C, D, E, F, G, H, I, qui fait que le bras va se lever, hein. Et là, il y a quand même, reconnaissez-le, me semble-t-il, un petit problème quand même. Qu'est-ce qui déclenche Donc, je veux bien que ce soit mon cerveau qui fasse lever le bras, et en particulier une petite partie de mon cerveau qui fasse lever mon bras, mais il y a une cause antérieure. Alors, soit on est causaliste jusqu'au bout, et ça pose des problèmes difficiles, et à ce moment-là, le monisme, on va l'appeler ainsi, pose autant de problèmes que le dualisme. On se retrouve chez Spinoza, qui est un philosophe merveilleux, mais très très complexe. Bon. Qu'est-ce qu'on va aller jusqu'où? On va dire, il y a une cause matérielle qui est antérieure au premier mouvement qui se passe dans mon cerveau, qui va aboutir à lever le bras. Il y a une cause matérielle. Cette cause matérielle a elle-même une cause. D'accord? Bien sûr. Elle est un effet par rapport à une cause antérieure.
Cette cause antérieure est un effet par une cause antérieure. Ça veut dire que si maintenant je décide de lever mon bras droit, c'est une histoire qui a commencé avec le Big Bang. C'est quand même difficile à accepter comme hypothèse. Ça veut dire que comme il y a une unité de la matière et une unité de la causalité dans l'univers, tout ce qui se passe maintenant à l'instant T, c'est le résultat d'un processus causal qui a commencé. Ou alors j'élimine la notion de commencement. Et c'est peut-être la solution de Spinoza. Il n'y a pas de commencement, puisque c'est éternel. Deus sive natura, Dieu c'est le Père de la nature. Et à ce moment-là, je trouve un embryon de solution. Moi j'aimerais bien que vous indiquiez quelle est votre réponse, parce que j'ai pas été. C'est le seul point sur lequel j'ai pas été totalement convaincu par votre propos. En fait, c'est en rapport avec la question que posait madame. Voilà, tout à fait. C'est ça que j'ai repris. En fait, le problème, c'est que nous sommes cognitivement en difficulté pour imaginer une autonomie du cerveau. Ça c'est quelque chose que l'on n'arrive pas à concevoir. Pourquoi ? Parce que dans notre vie, on perçoit toujours des intentions qui sont au début de nos actions, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi des créationnistes, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas concevoir que cet univers puisse s'auto-générer. Il a bien fallu, pense-t-on, c'est intuitivement, je le comprends, hein, il a bien fallu, pense-t-on, qu'il y ait un départ, un début de quelque chose. Parce que dans notre vie à nous, effectivement, tout acte est précédé par une intention. Mais ça, je pense que c'est parce qu'on fait l'erreur de projeter quelque chose de notre phénologie intime et qu'on la projette sur l'activité du cerveau sans accepter que ce cerveau puisse être autonome. C'est ça qui nous pose problème. Mais de toute façon, la question, je comprends ce sentiment-là, mais ça n'apporte pas de solution si on dit que tout va commencer par une intention purement spirituelle. Parce que cette intention purement spirituelle, et comment elle se génère ? Mais ça pourrait être une causale, tout simplement, une intention causale. Oui, mais l'intention, sauf à imaginer que l'esprit soit déconnecté d'à peu près tout, il faut bien que cette intention mentale qui semble qu'on conçoit facilement comme étant à l'origine de nos actions ou de notre activité cérébrale, il faut bien qu'elle aussi, elle ait une cause antérieure. Sinon, ça veut dire que cet esprit, il n'est pas causalement relié au reste du monde, donc il doit faire à peu près n'importe quoi. Donc, on est toujours obligé, dans notre représentation intuitive, à essayer de retrouver une cause antérieure. Et le fait de postuler une cause première qui serait spirituelle ne résout pas le problème. C'est simplement qu'on ne peut pas penser les choses autrement. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas penser les choses autrement que les choses ne fonctionnent pas autrement. Alors ça veut dire que le cerveau, il analyse comme ça, par anticipation, il est voyant toutes les situations, sans qu'il y ait rien au milieu. Il anticipe tout et il analyse tous les cas de figure qui sont innombrables et il engage une action qui correspond à ce qu'il a analysé. Le cerveau... Ça me paraît possible. Alors si c'était pas le cerveau, ça serait quoi? Mais là, toute la question va se poser. Mais si on n'a pas de réponse, on peut la trancher vers un côté ou l'autre. Alors, là. En fait, il faut aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais il faut bien voir que la charge de la preuve revient toujours à ceux qui postulent l'existence de quelque chose. On ne peut pas prouver l'inexistence, ça c'est assez compliqué, c'est sans fin. Donc, moi je veux bien qu'on dise toute action requiert une espèce d'étincelle première, une espèce de déclencheur premier qui serait proprement mental ou immatériel. Je dis, moi je ne suis pas contre, mais montrez-le. Mais vous aussi montrer comment le cerveau peut anticiper et calquer toutes les situations. Il y a une expérience qui a été décrite Il y a l'expérience là, de lever un tour ou l'autre, c'est un début. Je ne dis pas que c'est totalement convaincant sur le sujet, mais moi je la connaissais, cette expérience, elle est quand même... Reconnaissez qu'elle est extrêmement troublante, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Alors il y a un philosophe qui avait dit quelque chose de proche, que vous connaissez peut-être, vous en avez évoqué un certain nombre, et j'en suis ravi, c'est Leibniz.
Leibniz qui a une théorie des petits mouvements ou des petites perceptions. L'idée de Leibniz est relativement simple, c'est-à-dire que Leibniz considère qu'il se passe des micro-mouvements dans mon corps qui ne relèvent pas d'une intention de l'âme, et c'est quand mon cerveau enregistre effectivement ces micro-mouvements qui vont produire le fait que je lève mon bras droit, que je vais prendre la soi-disant décision de lever mon bras droit, qui accompagne seulement un processus qui est déjà en cours. Donc il part des petites perceptions, des petits mouvements. Vous avez évoqué aussi le fait que le cerveau puisse effectivement voir une image que moi-même je n'ai pas perçue, c'est le subliminal, etc. Donc voilà, je crois qu'on commence à avoir, ça c'est tout à fait révolutionnaire. Je ne dis pas que ça règle le problème, on est dans une question quasiment métaphysique, donc probablement sans solution. Mais on commence quand même, et je crois qu'il faut s'y intéresser, pour mettre un peu à l'épreuve ses propres convictions, quitte à les conserver. Hein. Bon, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé cet exposé. Je crois que M. Ripoll l'a parfaitement dit, il n'a pas la prétention de transformer les dualistes qui sont dans cette salle en physicalistes. Et de même, vous savez qu'on faisait un vieux reproche aux profs de philo, j'ai connu ça dans ma jeunesse, on disait, mais c'est prof de philo, mais c'est scandaleux. Les élèves arrivent croyants et ils sortent athées au bout d'un an de philosophie. Qu'est-ce que c'est ce scandale du prof de philo? Et moi je répondais, mais non, si quelqu'un perd sa foi en terminale, c'est qu'elle n'était pas bien solide, sa croyance. Hein, et c'est pas le prof de philo qui lui a fait perdre, c'est simplement un accompagnement de quelque chose qui était déjà en route et déjà en train de se produire. Voilà. Donc, bien entendu, et je crois que ce que j'ai particulièrement aimé, mais ensuite je vous donne la parole, moi c'est vrai que j'aimerais débattre avec Paul jusqu'à 2h du matin, mais on le fera pendant le repas. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est sa recherche de toutes les causes pour lesquelles nous sommes dualistes. Bon. Il y en a peut-être une qui a été oubliée, cher monsieur Ripoll. Il y a un grand physicien, bon, moi qui suis un passionné de physique quantique, c'est pour ça que je viens d'écrire un bouquin sur le sujet, qui est David Bohm. Pour moi, c'est une sommité d'intelligence. David Bohm a écrit un livre qu'on a traduit en français sous le titre « La plénitude de l'univers ». Et il est totalement, je dirais pas physicaliste, mais non-dualiste. Hein. Il est profondément non-dualiste. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit effectivement, j'ai beau être non-dualiste, dans ma vie quotidienne, je me conduis de façon dualiste. On ne peut pas ne pas se conduire de façon dualiste. Hein. Et c'est le langage, vous en avez parfaitement parlé. J'ai mal à la tête. Qui est le je qui a mal à la tête? Puisque la tête, c'est mes neurones, et que mes neurones, c'est moi. Qui est le je qui dit j'ai mal à la tête ou j'ai mal au pied? Donc le langage, puis je vais amener, j'amène mon corps chez le médecin comme j'amène ma voiture à la révision. Hein. On fait un check-up, hein, voilà. Hein, voilà, on a une certaine expérience de la dualité. C'est le seul élément qui rend Descartes pas complètement ridicule. Hein. Descartes dit on a une expérience de l'unité. Mais curieusement, il n'a pas utilisé cet argument pour défendre son dualité. On a aussi une certaine expérience de la dualité. Hein. C'est-à-dire qu'on a mystérieusement cette capacité il y a quelque chose que vous avez peu évoqué, c'est le vécu. Hein. Moi, il y a un philosophe que j'aimais beaucoup, que j'ai la chance de bien connaître, qui est Michel Henry, était un homme extraordinaire. Michel Henry, il prend lui-même cet exemple en disant, mais comment est-ce que je sais lever mon bras? J'ai pas suivi des cours de biologie. Hein. Je sais pas ce qui se passe. On a levé son bras des millénaires avant de savoir ce qui se passait dans le cerveau, dans les neurones. On savait même pas qu'on avait des neurones. Bon, comment je sais faire ça? Comment mon corps sait-il lever le bras, la jambe, courir? Comment est-ce que je sais voir, mémoriser? J'en sais rien. Il y a un savoir du corps. Donc, est-ce que c'est physicaliste? Est-ce que c'est dualiste? J'ai l'impression qu'il y a des philosophes, il y a Spinoza peut-être, mais il y en a quelques autres aussi dans la phénoménologie qui sont inclassables dans la typologie que vous avez évoquée. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire simplement. Bien, la parole est à vous maintenant. Allez-y, je vous en prie, répondez. Continuer de répondre à madame. En fait, ce que vous avez en tête, c'est ce qu'on appelle la conception homonculaire. C'est d'ailleurs Descartes qui l'a proposé. La conception homonculaire, on appelle ça aussi la théorie du théâtre cartésien. Ah pardon, la théorie du théâtre cartésien. C'est l'idée que derrière notre cerveau, il y a nous, un être miniature qui décide. C'est ça qui vous pose problème.
quel est le petit être qui fait décider, qui fait agir le cerveau, qui est l'étincelle qui va amorcer le processus cérébral à l'origine du mouvement de lever ce bras. Et vous avez l'impression que quand vous postulez cette petite homoncule, le problème est résolu. Mais non, le problème c'est qu'il n'est pas du tout résolu parce que il faut qu'il y ait un homoncule dans l'homoncule. Parce que l'homoncule lui-même, il ne peut pas décider comme ça, il faut que quelqu'un lui dise de le faire. Et vous avez une régression à l'infini comme ça. Et qui montre bien que le fait de penser un départ intentionnel nous conduit à une contradiction. Et c'est pour ça qu'il faut accepter cette autonomie. N'oubliez pas, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que notre cerveau, en fait, le cerveau c'est quoi? C'est simplement l'interface entre notre environnement et nous. Et c'est aussi un organe qui a codé la totalité des souvenirs qu'il a engrangés. Mais ce cerveau, il est toujours en activité. Donc, quand une décision est prise, quand quelque chose se passe dans le cerveau pour nous faire faire quelque chose, en fait, il faut concevoir que le cerveau, il est dans un flux permanent d'activités qui sont générées soit par soi-même, soit par l'extérieur. Mais c'est toujours un mixte des deux. Parce que quand la personne lève le doigt, si on ne lui avait pas dit 1 heure avant, tu lèveras le doigt quand tu voudras, elle n'aurait pas levé le doigt. Donc c'est là. Mais ce qui vous pose problème, c'est l'idée qu'il puisse y avoir une intention qui ne serait pas au départ consciente. Vous ne pouvez pas admettre que cette intention soit inconsciente et qu'elle soit de nature matérielle. Mais c'est parce que ça, c'est le propre du dualisme. Et c'est parce que c'est anti-intuitif. C'est pas comme ça qu'on se représente les choses intuitivement. Mais la conception intuitive, celle du dualisme, celle qui consiste à dire ouais, il y a un petit homoncule qui va décider, le problème c'est que ça génère tellement de contradictions et qu'en plus ça n'est pas du tout compatible avec les faits que c'est très difficile de la maintenir. C'est pas... Je distribue le micro, vous parlerez tous. Moi, j'ai pas très bien compris l'expérience. Très honnêtement, il me semble que si vous me demandez, donc, vous me mettez, j'ai un écran qui passe avec des lettres qui défilent, vous me dites de décider à quel moment je vais lever le bras droit ou le bras gauche en fonction de la lettre. Je vais le décider tout de suite. Je vais dire voilà, quand la lettre, je sais pas, F va se présenter, je vais lever le bras gauche. Donc effectivement, dans mon cerveau, ça va être inscrit tout de suite. C'est pas comme ça alors. Non, ça se passe pas comme ça, parce qu'on dit bien aux gens que, évidemment, il ne s'agit pas de se dire quand je vais voir telle lettre, je vais lever, on leur dit très bien ça. Et on leur dit, voilà, à un moment donné, vous allez décider, quand vous le voulez, de lever votre doigt. Et c'est vraiment cet instant-là qui est indiqué. Il n'y a pas d'anticipation, c'est-à-dire... J'ai levé, j'ai pris la décision, au moment où je voyais la lettre. Si vous voulez, si vous la voulez... personne va prendre la lettre F, elle va lever le bras droit, et le doigt droit, et elle va dire, en tant qu'interrogeant, c'est au moment où j'ai vu cette lettre parmi les lettres qui défilent que j'ai pris cette décision. Sauf qu'on voit que la décision est prise avant que la lettre F apparaisse. Si vous voulez, si vous voulez la preuve de ça, c'est que quand le sujet n'a encore rien décidé, on peut lui dire tu vas lever ce doigt-là, mais lui il ne le sait pas. Il n'a rien décidé. Il n'a rien décidé. À partir du moment où vous dites vous allez lever le doigt droit ou gauche. Oui. Mais moi je vais décider que je vais lever le droit. Parce que dans ce cas-là, quand je vous le dis, vous pourrez me dire mais oui, je sais, je l'avais déjà décidé, mais là il ne savent pas. Non, je veux dire, vous partez, ce que vous imaginez, c'est que la personne se dise il m'a demandé de lever le doigt droit ou gauche, et je vais attendre telle lettre pour le faire. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. On demande bien au sujet de ne pas procéder comme ça, et s'il procédait comme ça, lorsqu'on leur dirait voilà, vous avez décidé de lever le doigt gauche ou droit, en fait, ils seraient pas surpris. Tandis que là, ils sont surpris. Ils disent mais c'est faux, j'ai rien décidé. En fait, ils ont décidé. Alors je vais vous raconter une autre expérience. Écoutez, madame, je vous raconte une autre expérience qui est assez rigolote. On met des gens devant un vidéoprojecteur, enfin un appareil qui fait passer les diapos,
Et à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, la diapo suivante passe. Bon, à l'époque, vous savez, ça fonctionnait comme ça. Et on dit aux personnes, voilà, vous faites défiler les photos quand vous voulez. Si vous les trouvez belles, bah, vous restez longtemps dessus, puis si vous les trouvez moins bien, vous passez quand vous voulez. Et la personne fait ça, mais nous, en fait, on enregistre l'activité cérébrale, et en fait, on arrive à identifier la volonté du sujet de changer la photo avant même que lui l'ait décidé, consciemment. Et en fait, le bouton sur lequel il appuie, c'est un bouton fictif, il ne fait rien du tout. C'est nous qui faisons avancer la photo, mais sauf qu'on l'a fait avancer, en fait, à peine avant que lui le décide. Et au bout d'un moment, le sujet me dit, mais je comprends pas, au moment où je vais appuyer, la photo, elle est déjà passée, avant que j'ai décidé. Et oui, parce que nous, on a lu ce qui se passé dans le cerveau, et qu'on a anticipé son état conscient. Mais le sujet, il est très surpris, parce que, en fait, on fait passer la photo avant même qu'il ait décidé. C'est un peu le même phénomène, mais c'est sur un délai plus court. Oui, bon. J'ai bien compris le socle commun des religions, ça je crois. C'est-à-dire une vie meilleure, un salut bien meilleur que notre vie ici, de souffrance. Donc, ça j'ai bien. En revanche, par rapport au geste volontaire, donc je vais en rajouter une petite couche après M. Granarolo. Il y a le geste volontaire, celui qui peut être dicté, ordonné, et le geste réflexe. Vous placez où alors? Bien sûr. Alors le geste réflexe, parce que souvent les gens me disent ouais, mais c'est pas possible, il ne peut pas y avoir 7 secondes entre le moment de l'acte moteur et le moment de la décision cérébrale. Parce que dans le cas d'un geste réflexe, le temps, il est souvent aux alentours de 150 millisecondes. Mais c'est complètement différent, parce que le geste réflexe est un geste provoqué par une stimulation extérieure. Tandis que ce geste-là, c'est, on va dire, une espèce d'archétype de geste libre, c'est-à-dire le sujet fait, quand il le veut, le mouvement qu'il a envie de faire. Gauche ou droite. Donc c'est très différent. Le geste réflexe, ça mesure simplement la capacité du cerveau de réagir rapidement à des stimulations extérieures. Mais là, c'est vraiment autre chose. Sans que nous en ayons conscience dans un premier temps, dans un temps même très court en fait. Alors, dans le cas du geste réflexe, c'est la conscience, c'est un problème difficile. D'ailleurs, si vous voulez, un jour, je pourrais faire un exposé sur la conscience, que là-dessus, parce que c'est vraiment... Dans ma future association, je vous réinvite. C'est vraiment assez complexe. Mais, alors, les gestes réflexes, certains peuvent être associés à la conscience de manière extrêmement presque concomitante, mais pour beaucoup de gestes, la conscience intervient après. Notamment, par exemple, les experts, ce qu'on appelle les experts, donc des gens qui ont développé des compétences extraordinaires, soit dans le domaine cognitif, soit dans le domaine sportif. Il est clair qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Parce que s'ils en prennent conscience, c'est fini, ils n'y arrivent plus. C'est comme quand on pense ce qu'on fait quand on descend un escalier, quoi. Un exemple tout simple, hein, mais peut-être que si vous tapez souvent sur un clavier, vous avez dû vous en rendre compte. Moi, je peux taper sur mon clavier sans regarder mon clavier, parce que j'ai suffisamment d'entraînement. Par contre, si soudainement vous me dites, je suis en face de mon clavier, où est-ce qu'il est le G? Je ne sais rien. Je sais pas. Je ne sais pas où il est le G. Même là, si vous me le demandez, j'en sais rien. Donc je n'ai pas conscience de sa position. Mais mon cerveau a enregistré une information de manière inconsciente qui lui permet d'être hyper efficace. On trouve la même chose par exemple pour les joueurs d'échecs. Moi j'ai pas mal travaillé sur les joueurs d'échecs, les grands maîtres. Voilà, je vous donne l'exemple. On soumet un échiquier à un grand maître avec une solution que moi il me faut 1 an pour la trouver, encore je ne crois pas que je la trouverai. On lui montre la solution, il regarde ça 2 secondes, il bouge la pièce. Comme il faut. Je lui dis, ok, mais comment vous avez fait? Il dit, bah, je sais pas, c'était le seul coup qu'on pouvait faire, de toute façon. Le seul coup, moi j'en ai parcouru 10 000 avant de trouver celui-là. Donc là, le processus est largement inconscient, parce que le cerveau est capable de faire des choses extrêmement sophistiquées, complexes, de manière parfaitement inconsciente. Là, c'est du travail au phénomène de répétition. Oui, c'est en fait... En fait, votre mémoire, par exemple, pour
prendre le cas des joueurs d'échecs, on considère qu'un joueur expert a stocké dans sa mémoire à peu près 50 000 parties. 50 000 parties. Et ces parties, il y a accès très rapidement sans même en avoir conscience. Donc l'expertise, c'est des souvenirs qui permettent d'agir sans que le sujet ait besoin de raisonner consciemment. C'est pour ça que les ordinateurs battent les humains, parce qu'ils n'ont pas 50 000 parties, ils en ont 500 000 ou 1 million. Effectivement, je poserai la question du dualisme, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont manifestés. À partir de quel moment peut-on considérer qu'un être vivant a un esprit, dans ce cas-là? On parle toujours de l'homme, mais l'homme, c'est quelque chose de très progressif. Entre Cro-Magnon, puis même avant Lucie, qui était à peine debout et qui était un singe amélioré, un bonobo ou un cochon qui a 98,8% de son ADN qui est commun avec nous, a-t-il un esprit? Le bulot a-t-il un esprit? Et inversement, à l'autre bout, parce qu'on a eu des cafés philo sur l'intelligence artificielle, sur l'homme augmenté, on en a parlé avec Claude Césari, je me souviens il n'y a pas longtemps. On peut se poser la question, si on arrive à incorporer, comme ils essaient de travailler actuellement, une intelligence artificielle directement connectée sur les neurones, ils essaient de faire des greffes entre les deux. Imaginons que dans 20 ans, on y arrive, et que quelqu'un, du coup, se trouve avec en stock 10 000 fois ce qu'il avait normalement, avec un QI qui serait très supérieur. On est un peu dans le film de Luc Besson, Lucie, quoi. L'homme proche du divin, quoi, une puissance phénoménale. Et est-ce que c'est... Alors, c'est que des algorithmes en plus, c'est tout. Il y a des millions d'algorithmes en plus, mais il n'y a rien de divin là-dedans. Alors, moi je considère, moi je ne suis pas le seul, évidemment, mais je considère qu'il faudrait entendre sur ce qu'on appelle l'esprit, est-ce qu'on parle de conscience, de capacité cognitive, de capacité émotionnelle, parce qu'il y a plein de choses dans l'esprit, hein, dans ce qu'on appelle le psychisme, mais moi je considère que l'esprit, appelons-le comme ça, c'est un produit tardif d'une évolution qui s'est déroulée au moins depuis 15 milliards d'années, depuis à peu près la naissance de l'univers. Donc, fatalement, les autres êtres vivants ont un esprit en proportion de là où ils en sont arrivés dans leur évolution. Donc, c'est sûr qu'un bonobo, franchement, il diffère de nous de deux fois rien, hein, cognitivement parlant, affectivement parlant, socialement parlant. Nous, on voit ça comme des grandes différences, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et le problème, effectivement, est de savoir jusqu'où, quand on va en régressant sur des êtres de plus en plus primitifs, archaïques, on peut encore parler d'esprit. Alors c'est très compliqué parce que ça dépend de notre manière de définir l'esprit. Et alors on peut la définir de telle sorte qu'il n'y a que nous qui avons un esprit. Si on est très exigeant dans la définition d'esprit. Mais Descartes. Voilà, mais personnellement, personnellement, je vais vous dire ma position. Alors, il ne faut pas me prendre pour un mystique, hein, parce que je ne suis absolument pas mystique, je pense que vous l'avez compris. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'apparente déjà à l'esprit dans un atome. Mais qui est évidemment une forme tellement archaïque que c'est peut-être un abus de langage de parler d'esprit. Mais je ne peux pas concevoir que nous-mêmes nous soyons disposés d'un esprit sans que les constituants qui nous ont construits n'aient pas en eux quelque chose d'élémentaire qui va, par un processus évolutif, conduire à une forme d'esprit qui n'a plus rien à voir avec ce que pense un atome. Et dire qu'un atome pense, c'est excessif. Et puis, il faut aussi avoir en tête que bon, les humains sont un peu prétentieux, mais il est fort probable que dans cet univers, il y a des êtres vivants intelligents, et peut-être beaucoup plus intelligents que nous, et peut-être que s'ils nous voyaient, ils se diraient « Est-ce que tu crois qu'on peut penser qu'ils ont un esprit ?» C'est pas impossible. Je veux dire, nos capacités cognitives que l'on a aujourd'hui, bon, qui sont probablement celles qu'avaient déjà nos ancêtres il y a au moins 5000 ans, on peut penser par là, si l'Homo sapiens ne s'auto-détruit pas entre-temps, on peut considérer qu'il va nécessairement évoluer, et peut-être que dans 200 000 ans, si on arrive jusque-là, ça semble un peu miraculeux, mais il est probable qu'à ce moment-là, nos capacités de conscience cognitive
seront très différentes de celles qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà, moi pour ça, je suis un peu panthéiste bon, c'est ma réponse, mais je le développe beaucoup dans le livre. Moi, j'ai deux petites remarques à faire par rapport à ce que Jean-Michel a dit et vous-même. La première concerne l'intelligence artificielle. Jean-Michel le sait, j'ai présenté ça ici, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez dit notre cerveau, c'est pas simplement un instrument ou un outil, peu importe, un ensemble de neurones qui a acquis, mémorisé, etc. C'est quelque chose qui continue, bien sûr, à acquérir et à mémoriser. Et ça, c'est extrêmement intéressant, si on le rapproche de nos machines, enfin, de nos intelligences artificielles. Nos premiers ordinateurs, ils étaient simplement capables de faire ce qu'on avait mis dans la mémoire de la machine. Donc, ils n'apprenaient rien. Hein, et maintenant, on est dans le deep learning, c'est-à-dire qu'on a des machines qui apprennent. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme nos cerveaux, c'est-à-dire qu'ils continuent à avoir un processus d'apprentissage, un processus cognitif, et du même coup, qui surprennent même leurs concepteurs, parce que les concepteurs ne savent pas nécessairement ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Voilà. Et donc, si effectivement on dit que la conscience, c'est effectivement ce qui apparaît à ce moment-là, quand on a quelque chose qui s'auto-entretient et qui apprend de façon continue, est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné que nos machines vont devenir conscientes? Bon, ça nous trouble énormément, mais j'avais entendu, il fut un temps où on pouvait regarder la télévision, hein, on ne devenait pas complètement idiot en la regardant. Je vous parle de ça il y a 20 ou 30 ans, il y avait une émission qui s'appelait L'avenir du futur, qui était extraordinaire. Et j'ai la mémoire d'un départ, on avait invité un grand spécialiste américain qui était le professeur Dreyfus. Vous voyez, j'ai jamais oublié son nom tellement cet homme m'a marqué. Et on lui pose la question, est-ce que vous pensez qu'un jour les machines auront la conscience? Et il dit, comme vous l'avez fait vous-même, mais c'est quoi la conscience? Bon, on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de réponse philosophique complètement convaincante. Il dit, on donne à la machine grand A, capacité de mémorisation. Grand B, capacité de traitement de cette information. Grand C, on va lui donner la capacité de voir avec des caméras. Grand D, on va lui donner une autre capacité, etc. Est-ce que quand on va arriver du côté d'Y ou de Z, en ajoutant le Y à A, B, C, D, E, F, G, H, I, on ne va pas produire la conscience dans cette machine, parce que la conscience, c'est l'intégrale, je reviens à mon Leibniz, de toutes ces capacités. Voilà, ça m'avait beaucoup marqué comme argument, parce qu'effectivement, au fond, l'esprit ou la conscience, c'est un peu comme la question de Dieu. Hein. Einstein avait une magnifique réponse, qui est la mienne. Quand on lui disait « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein disait, il avait trouvé la solution parfaite, hein, « Expliquez-moi ce que vous appelez Dieu, je répondrai à votre question. » Tout le monde partit en courant, il n'avait pas besoin de répondre à la question. « Bon, expliquez-moi ce que vous appelez Dieu, je répondrai à votre question. » Ben, l'esprit, c'est un peu pareil. Dites-moi ce que vous appelez l'esprit, ensuite je répondrai à votre question, est-ce que vous croyez à l'esprit. Voilà. Donc, et puis, deuxième remarque, David Bohm. Parce que ce que vous dites sur l'esprit et le corps, on peut aussi l'appliquer à une autre dualité qui est, vous l'avez évoqué d'ailleurs, le vivant, le non-vivant. David Bohm pose la question suivante. J'ai pensé, en vous écoutant parler des atomes et de l'esprit des atomes. J'inhale une molécule d'oxygène ou d'hydrogène. Tout le monde s'accordera à dire que cette molécule n'est pas vivante, c'est de la matière, c'est un atome matériel. Je vais l'intégrer à mon corps par la respiration. Elle va arriver dans une cellule. Or, qu'est-ce que c'est que mon corps, sinon un ensemble d'atomes? Qu'est-ce qui fait que cette molécule d'oxygène non vivante devient vivante à l'intérieur de mon corps? Parce que si je dis qu'elle n'est pas vivante, ça veut dire que je ne suis pas vivant moi-même, puisque je suis rien d'autre que 75% d'eau, comme chacun sait, un peu d'oxygène, d'hydrogène, etc. Voilà. Donc j'avais beaucoup aimé cette remarque. Donc, en un sens, tout est vivant. C'était l'hypothèse de mon cher ami Nietzsche. Ça s'appelle le biomorphisme. Hein. Tout est vivant, tout est matière, tout est esprit. Voilà. Donc effectivement, ces dualités sont des solutions de facilité, mais en même temps, alors il y a un seul point que vous n'avez pas évoqué, mais c'est pas un reproche du tout que je vous fais. Pourquoi on a inventé le libre arbitre? Il y a une réponse sublime chez mon ami Nietzsche, pour punir. Si je vous crois pas libre, comment je vais punir quelqu'un qui a aucune responsabilité dans l'acte qu'il commet? Mais c'est trop grave. Il faut punir. Il faut punir les enfants, il faut punir les criminels, il faut
punition, punition, punition. L'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de la cruauté. Donc on a inventé le libre arbitre pour pouvoir punir. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir une société qui ne croirait pas au libre arbitre? Ben, si, peut-être que oui, Spinoza a des réponses très belles. La réponse de Spinoza, c'est « Je ne punis pas le criminel parce qu'il est libre et responsable. Je le punis parce qu'au-dessus de lui, il y a un organisme plus complet et plus conséquent qui s'appelle la société. Et donc la société détruit le criminel, comme mon corps détruit les anticorps, heureusement. Ça me permet de bien me porter. Mais je n'ai pas besoin de considérer responsable l'homme que je punis. » Et donc il y a des réponses, effectivement, à ces problèmes philosophiques dans la vision non-dualiste. Ça, c'est tout à fait important de le dire, parce que généralement, on pense que hors du dualisme, point de salut. Hein? Juste, je voudrais dire deux choses par rapport à ce que vous disiez. Alors, moi, je pense que techniquement, faire une machine intelligente est possible. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je suis physicaliste et que je considère que je suis moi-même une machine, je ne vois pas pourquoi il y aurait une autre machine qui n'aurait pas mes propres capacités. Simplement, je pense que nous mesurons mal la complexité de ce qu'est notre intelligence et que c'est peut-être un peu naïf de croire qu'on va être capable de faire des machines intelligentes, en tout cas qui auront nos capacités cognitives. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour des tas de raisons, mais sur le plan, en tout cas philosophique, pour moi, il n'y a pas d'obstacle à ça. Sur la question que vous évoquiez, en fait, d'atomes, de molécules par exemple, d'eau qui sont dans notre corps, est-ce qu'elles sont vivantes ou pas, je crois que ce qui est très intéressant, je ne peux pas plus en parler là, mais ce sont toutes les théories de l'émergence. C'est-à-dire, en gros, les théories de l'émergence disent que le tout est plus que la somme de ses parties. C'est-à-dire que, certes, le tout est fait des parties que l'on connaît et qui ne sont pas vivantes, mais à un certain niveau d'organisation, de structuration de ces parties, va émerger des propriétés nouvelles qui n'étaient pas dans les éléments. Et c'est pour ça qu'il y a des espèces de sauts qualitatifs que nous on perçoit et qui nous permettent de catégoriser le monde. Mais en fait, le monde est sans doute beaucoup plus graduel que ce que nous donne à voir notre pensée, notre conceptualisation du monde. Vous avez parlé d'enchantement, on lit Prigogine, ça s'appelle la Nouvelle Alliance, et c'est plein d'enchantement, justement. Donc c'est la preuve qu'on ne détruit pas l'enchantement du monde en renonçant au dualisme. C'est pas du tout mécanique de cette façon-là. C'est très simple, je vous rejoins totalement. Monsieur. Simplement, si j'ai bien compris, c'est le cerveau premier qui décide. J'ai jamais vu mon bras se lever sans but. Ou expliquez-moi, j'espère. Alors expliquez-moi pourquoi. Si, et par rapport, je voulais simplement compléter. Et là, le bras ne s'est pas levé sans but. Dans ces expériences, le bras ne bouge pas pour rien. Le bas. Donc c'est pas le cerveau qui décide. Mais si, il y a une intention. Parce que ce que vous avez du mal à admettre, c'est que cette intention, c'est votre cerveau. Et le cerveau. Ce que vous n'arrivez pas à admettre, mais c'est parce que vous êtes fondamentalement dualiste, ce que vous n'arrivez pas à admettre, c'est que cette intention, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est vous. Pourquoi mon bras ne s'est-il pas levé il y a 5 minutes? Pardon? Pourquoi mon bras ne s'est-il pas levé il y a 5 minutes ou une demi-heure? Mais parce que votre cerveau n'a pas décidé de le lever. Oui, mais... Non, mais il faut... En fait, ce qui est extrêmement difficile... Donc il faut qu'il y ait une raison. Donc c'est pas le cerveau, il faut qu'il y ait une raison. Mais le cerveau, c'est lui qui calcule toutes les raisons. Ah ben, je peux vous garantir que si je lèse votre cerveau, votre bras, votre bras, il ne se lèvera plus. D'accord. Voilà. Ouais, ça on est d'accord. Oui, mais en fait, c'est parce que cette intuition dualiste est tellement forte, elle est tellement prégnante dans notre cerveau qu'on n'arrive pas à admettre
que l'intention pourrait être produite par le cerveau. Et il y a toujours une tentative de réintroduire cette intention purement immatérielle pour satisfaire cette intuition à laquelle on tient tant. C'est ça qui fait que vous semblez percevoir une contradiction, parce que je vous propose quelque chose qui met en déséquilibre l'ensemble de ce que vous avez construit pour interpréter vos actions, vos choix, etc. On déplace l'intention. Attendez, Ça ? Oui, absolument. Non, je disais, ça revient à déplacer l'intention et à la placer, la mettre dans le cerveau. Voilà. Sur le libre arbitre, il y a quelque chose qui va tout à fait dans votre sens. J'avais un grand ami qui était Jean-François Mattei, excellent philosophe, qui admirait beaucoup Hannah Arendt et qui cite régulièrement un beau passage d'Hannah Arendt qui dit « Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut faire cette hypothèse définitivement indémontrable d'une sorte de plan, de vide dans la chaîne causale. » Et c'est aussi ce que dit Marcel Conge, voilà, qui pense lui prouver la liberté. Bon. Alors, ce serait un argument qu'on pourrait vous opposer. Marcel Conge a un argument qui n'est pas inintéressant, qui relève justement de la causalité, du rapport entre les uns et les autres. Marcel Conge dit la chose suivante. Si nous pensions que la personne qui est devant nous était une machine qui exprimait ce qu'un processus causal lui permet d'exprimer, on ne l'écouterait pas plus qu'on écoute un perroquet qui dit il pleut, qui peut avoir raison parce qu'effectivement il pleut, mais le lendemain il y aura un grand soleil et Coco continuera à dire il pleut, et il ne pleuvra pas. Bien. Donc l'idée de Marcel Conge, c'est qu'il y a une sorte pas de preuve, mais d'indice fort de la liberté dans la façon dont nous nous comportons les uns avec les autres. C'est-à-dire que tout à l'heure, le public vous a écouté, et vous le méritiez largement. Il vous a écouté parce qu'il a pensé qu'on retrouve une théorie linguistique de Chomsky qui est intéressante, qu'on a un peu oubliée aujourd'hui. Chomsky disait dans le langage, il y a deux choses, il y a la compétence et il y a la performance. La compétence, c'est j'ai un vocabulaire, je connais les mots de la langue française, j'ai une grammaire, je sais comment je les articule et comment il faut les articuler et comment il ne faut pas les articuler. Mais il y a aussi, et là, il citait Descartes, donc l'analyse de Chomsky, c'était la linguistique cartésienne. Chacun d'entre nous, alors je disais ça, mes étudiants, ils étaient très très flattés, parce qu'il faut flatter un peu les étudiants, sinon on s'en sort plus. Hein. Quand vous leur remettez des 2 en dissertation, on ne classerait pas, si vous les flattez pas à côté, ils vous assassinent dans le couloir. Hein. Donc, je leur disais, aujourd'hui, dans le cours de philo, ceux qui ont levé le doigt, et qui ont prononcé 2-3 phrases, ils ont prononcé des phrases qui n'avaient jamais été prononcées depuis l'origine du monde. Et c'est vrai. Si dans une journée vous faites autre chose que dire bonjour, bonsoir, passe-moi le sel, hein, vous prononcez tous les jours des phrases inouïes que personne avant vous n'avait prononcées, étant donné la combinatoire quasi infinie des mots et des phrases. Donc nous sommes créateurs au niveau du langage, et Chomsky se référait à Descartes, à une célèbre lettre de Descartes dans laquelle on lui demande mais c'est quoi la différence entre l'homme et le perroquet? Et Descartes dit presque ce que dit Chomsky, c'est la performance, c'est cette capacité de produire des phrases inattendues, et c'est un peu ce que dit Marcel Conge également. Je suis capable de surprendre. Si j'étais une pure machine, est-ce que je serais capable de surprendre? Ça, c'est une question qu'on peut vous poser. Est-ce qu'un être mécanique surprendrait autant que nous sommes capables de nous surprendre les uns les autres? Ah oui, parce que moi déjà, ma voiture, elle me surprend. D'accord. Le frigo, chez moi. Bon, écoutez, je le réinviterai dans ma future association parce que c'est un homme extraordinaire. Hein, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, même si vous a un peu irrité, il est venu pour ça d'ailleurs, il me l'avait dit, hein, c'est sa fonction. Mais vous savez qu'ensuite il y a un dîner à l'auberge, puis on ne peut pas faire travailler le restaurateur jusqu'à 2h du matin, donc malheureusement il est 9h30, on va devoir s'arrêter. Mais un grand merci pour votre présence, cette question. Et je crois que Pierre Nicole nous a vraiment envie
donné envie de lire son livre, et peut-être qu'en lisant son livre, il y a d'autres questions qui vont surgir, et je suis sûr qu'il serait ravi de poursuivre l'échange avec vous.